J'ai fini de lire Platon cette semaine, tout Platon ou presque. Il y a un astérisque dont je vais vous parler parce que oui, j'ai tout lu Platon, mais il y a une petite nuance. J'en reparle dans un instant, mais c'est quand même assez cool, je dois l'admettre. Je vais vous en parler tantôt. J'ai lu comment ça s'appelle? Les lois de Platon, cette brique colossale. Bien des choses à dire là-dessus. J'ai aussi lu... ben voilà, je vais vous faire le topo aujourd'hui de tout ce que j'ai lu. 5 livres et un essai, un autre traité d'Aristote. J'ai aussi rajouté un paquet de livres à ma liste de lecture pour cette année. Quelque chose comme une quinzaine, 12-15 bouquins. Bref, mais j'ai aussi constaté, comme je vous dirai à la fin de la vidéo, que mon ambitieux projet philosophique, là, ce projet délirant que j'ai commencé l'année dernière de me taper, entre guillemets, le corpus philosophique au complet de l'Antiquité jusqu'au 20e siècle, c'est-à-dire environ 40, maintenant un peu plus que 40 000 en vérité, pages de textes philosophiques pour comprendre la philo en autodidacte finalement, ben, j'ai constaté cette semaine que ça marchait. En fait, j'ai on va dire une rencontre avec Kant, Emmanuel, et puis fait que ça aussi, je vais finir avec ça. Je vais en parler à la fin de la vidéo, mais vraiment très le fun en vérité, là, puis encourageant à plusieurs niveaux. Donc voilà. Mais avant tout, ben voilà, commençons tout de suite par la grande nouvelle du jour. Ben ouais, j'ai fini de lire Platon. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une astérisque, un astérisque? Parce que ben, quand j'ai fait ma liste là, de lecture de trucs à lire chronologiquement, au début, j'y suis allé un peu au minimum. Tu sais, je me suis dit, ouais, 40 000, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas, de pages. Et donc, je ne vais pas me taper ceux que je ne suis pas obligé de me taper finalement. Mais il y a quand même une vitesse de croisière qu'on acquiert en cours de route. Puis en vérité, là, je me suis rendu, c'est ça, j'ai fini de lire les lois dont je vous parle rapidement tantôt. Puis je me suis dit, ben, la vérité, c'est que maintenant, bon, un peu de contexte. Le contexte qui manque, c'est quoi? Ben, on lit des textes de l'Antiquité. Ben, beaucoup de ces textes-là nous sont parvenus sous des formes fragmentaires ou incertaines. Des manuscrits dont on n'est pas certain de leur origine et leur nature véritable, essentiellement. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, certainement dans le cas de Platon, puis aussi d'Aristote, dont on parle dans un instant, ben, en vérité, il y a beaucoup de textes que la tradition philosophique, certainement au Moyen Âge, puis même encore jusqu'à aujourd'hui, en vérité, des textes que la tradition a considérés comme venant, par exemple, de Platon, mais qui aujourd'hui sont considérés pour un paquet de raisons comme étant pas des vrais textes de Platon. Puis, ça pose un paquet ça soulève un paquet de questions hyper intéressantes en vérité, parce que juste ça, puis c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je serai bref là-dessus. Mais c'est une illustration, par exemple, de à quel point faut comprendre que quand on parle de textes de l'Antiquité, la mentalité de ces gens-là était vraiment extrêmement différente sur beaucoup de choses, puis ça se manifeste entre autres sur cette question-là de qui est l'auteur des textes. Puis certainement au Moyen-Âge aussi, à l'époque où j'ai lu Rabelais, quand j'étais à l'université, j'ai adoré ça, Rabelais, évidemment, c'est vraiment excellent, Gargantua, là, c'est très très bon. Mais Rabelais aussi, à son époque, il y avait beaucoup de gens qui... Il y avait beaucoup de gens qui ont fait des copies de Pantagruel et Gargantua. Je me demande même, ça fait longtemps, j'y vais de mémoire, là, mais je me demande même si Rabelais lui-même n'a pas volé l'idée à quelqu'un d'autre. Ne me citez pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque. Il n'y avait même pas le contexte. Puis quand quelqu'un sortait un texte qui faisait école ou qui était populaire, ben, beaucoup de monde, souvent, avait tendance à faire leur propre version. Puis ça ne change pas beaucoup des films de Marvel aujourd'hui. Mais dans le cas des textes de l'Antiquité, ce qui arrivait souvent, c'est que, puis ça aussi même jusqu'au Moyen-Âge, c'est que, bon, ben, les élèves de Platon ou d'Aristote, par exemple, allaient parfois écrire un texte, mais signé du nom de leur maître, parce que ça faisait plus sérieux, ça faisait plus autoritaire. Il y avait une plus grande autorité intellectuelle. Puis aussi, donc ça arrivait.
J'ai déjà lu, quoi qu'encore une fois, là, ne me citez pas là-dessus parce qu'il faudrait vérifier le détail, à quel point c'est vraiment arrivé. Mais j'avais déjà lu, par exemple, que au Moyen Âge, puis même après, ça pouvait être plus prudent de dire que ton traité révolutionnaire qui remettait en question les dogmes de l'Église, ça pouvait être plus prudent de dire que c'était Aristote qui l'avait écrit que toi-même, étant donné que Aristote est déjà mort depuis 2000 ans rendu là, ou 1500, puis que toi, ben, il pourrait très bien te brûler au bûcher, n'est-ce pas? Et donc, ce genre de truc-là, ce genre d'idées-là, tu sais. Et puis, encore une fois, est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Il faut se méfier parce qu'on a dans notre culture, à notre époque aujourd'hui, des lieux communs par rapport à la vie intellectuelle, puis politique, puis la répression, puis la religion, à l'Antiquité, au Moyen Âge, puis à la Renaissance. Puis ces idées-là, souvent, ce sont des légendes qu'on se raconte pour nos propres raisons mythologico-politiques. Puis je vais en reparler quand je parlerai des lois parce qu'il y a un truc intéressant là-dessus. Ou de Platon, puis Socrate en général. Mais la version courte, c'est que dans l'Antiquité, des fois, c'est le dernier cas d'espèce que je mentionne, mais bon, Aristote, par exemple, on sait qu'il nous manque plein de ses textes, là. Et puis, on a une grosse fraction, mais une fraction quand même des textes d'Aristote qui nous sont parvenus, il y a une grosse partie qui sont perdus, et des fois, il y a des traités qu'on trouve en grec ancien, n'est-ce pas, et ils portent le même nom qu'un traité d'Aristote, dont on sait qu'il en a écrit un, on a des raisons de croire qu'il l'a écrit, Diogène Laërce, mettons, mentionne que Aristote a écrit, c'est ça, le célèbre traité des patates pilées d'Aristote, n'est-ce pas? Hélas, on a perdu le manuscrit, mais là, dans un lot de parchemin, on trouve, en grec attique, n'est-ce pas, le traité des patates pilées. Puis finalement, c'est pas lui partout, c'est Théocrite qui l'a écrit, celui-là. Mais, bon, c'est ça. Donc, des fois, il y a des traités, puis dans une partie des textes que j'ai lus cette semaine, je crois comprendre là, qu'il y en avait, que c'est ça qui est arrivé, en fait, là. Donc, les problèmes, entre autres, mais ça aussi, j'en reparle tantôt. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a un paquet de textes soi-disant de Platon et soi-disant d'Aristote que j'avais pas mis dans mon corpus et que finalement, j'ai décidé de lire. Parce que si tu dis à tes copains, « Hey, les copains, je me suis tapé Platon au complet. » Puis là, ils disent, ouais, mais est-ce que tu as lu, je sais pas trop lequel, là, as-tu lu lui dans les écrits apocryphes? Parce que tel auteur, lui, affirme, dur comme fer, que c'est un vrai traité de Platon. L'as-tu lu, lui? Hein? Puis si tu dis, ben non, je l'ai pas lu parce que moi, je pensais que c'était pas vrai, ben, il va te le remettre sur le nez. Fait que si t'es pour lire 40 000 pages dans ton année, aussi bien d'en lire 40 500, puis de taper les fameux textes de Platon, apocryphes, les textes dits attribués à Platon. Fait c'est ça que je vais faire. Fait que je me suis rajouté ça. Puis pour Aristote, il est arrivé essentiellement la même chose, j'en reparle tantôt. Bon, je suis pas pressé de les lire parce que, c'est ça, je suis pas mal certain que ceux que j'ai lus, je me suis fié à Wikipédia en bonne partie, pas que eux, mais en bonne partie, là, quand j'ai fait mon corpus pour l'Antiquité en particulier, puis fait que j'ai pris la liste qui était considérée comme homologuée, comme officiellement 100% Platon. Je me suis fié sur eux autres pour établir mes œuvres officielles de Platon, puis je me suis aussi fié sur les livres qu'on retrouve dans les éditions Garnier-Flammarion, hein, qui ont plusieurs recueils. Fait que je me suis dit ça. Je me suis dit, bon ben, si c'est chez Garnier, dans une de leurs... En particulier l'édition d'il y a une vingtaine d'années ou un peu plus. Là, aujourd'hui, il est publié tout individuellement. J'aime moins ça, pour être sincère. Mais l'édition précédente, là, qui remonte, si ça se trouve, aux années 60, tu pouvais avoir tout Platon en quelque chose comme 6 volumes. Puis, il y en a un, justement, qui est écrit, attribué à Platon. Puis celui-là, je me suis dit, ben, je l'avais mis au début, puis après, je l'ai enlevé parce que j'avais beaucoup de textes. Mais là, je l'ai remis parce que c'est tant qu'à faire. Encore une fois, me taper le corpus philosophique au complet, certainement la période de l'Antiquité au 20e siècle, je vais le faire une fois. Hein? Tant qu'à le faire, faisons-le comme du monde. Je vais m'étaper vos écrits apocryphes de Platon, même si, encore une fois, vous devinerez peut-être à mon timbre de voix que c'est pas mon truc préféré. C'est pas mon truc préféré.
Puis ça va, même si c'est intéressant, mais ça m'amène quand même aux fameuses lois. Donc, c'est ça. Les lois de Platon. Voilà, pour mon thumbnail. OK, le thumbnail est fait. OK. J'ai mieux aimé ça que les autres textes de Platon que j'ai lus. Mais, ayant lu le corpus platonicien, si on veut, au complet une fois, relativement rapidement, j'en conviens. Ben voici mes impressions générales sur les lois, puis mes impressions générales sur Platon. Puis comme j'ai mentionné la semaine dernière, je suis critique par rapport à Platon. Puis je mentionne tantôt que j'écoutais une vidéo de langue anglaise d'un gars qui avait l'air très, très cool. Là. Bon, j'ai pas noté son nom, mais un gars qui a l'air très correct. Et il parlait de... Il s'était fait poser la question par les gens de sa chaîne, selon lui, quels sont les 3 meilleurs philosophes de l'histoire et les 3 pires. Puis il répond à ça, puis il dit, écoutez, c'est pas une question vraiment... C'est agréable à poser, c'est des discussions rigolotes à avoir, surtout sur YouTube, là, ça fait très clickbait, comme on dit. Mais c'est embêtant, en vérité. Là. C'est plus... on peut pas vraiment répondre à ce genre de questions-là, même si ça empêche personne de le faire. Il le fait, il se livre au jeu, là, puis je vais peut-être le faire à un moment donné, parce que c'est amusant. Puis honnêtement, ma liste à moi ressemblerait beaucoup à la sienne. Mais c'est évident que c'est assez... C'est pas très... C'est des discussions, c'est ça. C'est des bonnes conversations à avoir, une vidéo comme ça, ou avec les copains, ou bon, autour d'une table, mais c'est pas des vraies discussions philosophiques. Quand c'est quoi les 3 meilleurs philosophes de l'histoire, c'est pas comme ça que ça marche. Mais lui met Platon numéro 1, puis il met Platon non seulement numéro 1, mais il dit ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Platon. Puis je prévois, je vais peut-être faire une vidéo à part juste sur Platon, mais moi je suis très ambivalent par rapport à ça. Puis beaucoup des nuances que je vais dire ici maintenant, puis après ça, je vais parler rapidement du texte, là, Les lois, qui est essentiellement une version plus étoffée de la République, là, si vous voulez. Puis c'est son dernier texte, il l'a pas fini vraiment, là, c'est un de ses élèves relativement connu, mais j'oublie son nom, qui a plus ou moins fini le texte. Il y a un des écrits apocryphes de Platon, c'est le chapitre 13 des lois qui n'est pas là-dedans et qui est de l'autre gars, en vérité. Là, c'est à peu près... le consensus est pas total, mais pas loin. En tout cas, beaucoup de monde considère que c'est pas... Il y a des grosses différences de doctrine. Là. Mais ça pour dire que... bon, la version courte, c'est que Platon, c'est pas... je suis sorti de l'expérience de lire Platon avec l'impression que on a mal compris ce qu'il essayait de faire, en version courte. Puis il est évident qu'encore une fois, moi, tel que vous me voyez là, j'apprends la philosophie. Okay? Je suis en cours d'apprentissage. C'est ça le but de l'exercice. C'est un truc d'autodidacte, incidemment, que je vous invite, là, avec la dernière énergie et la plus grande chaleur, à essayer de faire à le faire à la maison, parce que tout le monde... Ça se fait, là. C'est lire les textes. C'est ça que ça veut dire. Lire les textes, même si on ne les comprend pas. Encore une fois, je vous confirme qu'il y a un effet d'accumulation qui embarque à un moment donné. Mais la légende qu'on a sur Platon, puis c'est à cette légende-là, en bonne partie, que fait référence mon gars, là, j'aurais dû noter son nom, je vais vérifier, je pense que j'ai encore l'onglet d'ouvert, là. Ça fait par acquis de conscience, encore une fois, sa vidéo est très bien, c'est Philobot, qui a 22 000 abonnés, sa vidéo c'est Best Worst Philosophers, Mr. Eliot Visits Hypocrisy. Donc, je n'ai pas tout écouté, là, je suis rendu à 40 minutes dans sa vidéo. Puis c'est ça. Ben, qu'est-ce qu'il dit sur Platon? C'est que d'après lui, tu n'as pas le choix de le mettre numéro 1 à cause de l'influence qu'il a eu. Puis quand on passe à la philosophie, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est quand même vrai. Quand on pense philosophe aujourd'hui, le premier nom qui nous vient en tête à nous, c'est toujours Platon. C'est
S'il faisait un jeu vidéo de philosophe, là, même si tu débarres un paquet de personnages, le premier personnage que tu joues, c'est forcément Platon. OK? C'est le Super Mario de la philosophie. OK, Platon. Mais c'est un peu ça le problème. Parce que, bon, on dit souvent qu'il y a trois périodes aux écrits de Platon. Puis je trouve que c'est assez. Ça décrit assez bien le truc. Il y a la première période des écrits dits socratiques, où il présente en gros la doctrine et les méthodes de son maître Socrate. Et puis après ça, il y a la deuxième période où est-ce qu'il livre plutôt ses propres théories à lui. Puis c'est la période qui nous donne la République en particulier. Et bon, c'était tout ce qui concerne les idées, les fameuses idées platoniciennes dont on a déjà parlé, qui est sa grande thèse, qui est que il existe des entités spirituelles dans le monde, dans un monde archétypal, là, à mi-chemin entre les dieux et les êtres humains, mais pas mal collé direct aux dieux essentiellement. Puis dans ce monde surnaturel, et il y a le bien en soi, la justice en soi, le rouge en soi, le beau en soi, la chaise en soi. C'est ça, l'essence de la truc, l'essence de tout ce que vous pouvez imaginer se trouve dans cette ère, dans cette sphère, c'est ça, surnaturelle. Bon, puis ben, il nous explique son raisonnement, pourquoi est-ce qu'il arrive à cette conclusion-là. Puis j'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas été convaincu. Mais lui, c'est son gros truc. Puis bon, bref, dans la deuxième période, il parle beaucoup de ce genre de trucs-là. Puis aussi, c'est quoi, à son avis, la politique, là, comment la politique devrait être pratiquée d'après lui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La République, bref. Et la justice, qu'est-ce que. Bon, etc. Et troisième période, c'est dur à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est en vérité la troisième période, parce que d'une manière, d'un côté, il y a de l'air d'être en train de présenter son propre point de vue. Puis certainement dans les lois, c'est le cas, celui que j'ai fini cette semaine, mais j'ai pas eu l'impression que c'est tant ça que ça qu'il faisait bien souvent, dans la mesure où il m'a l'air plutôt d'être en train d'illustrer sa méthode, sa technique. Okay? Comment est-ce que lui construit les raisonnements. Puis un truc qui est vraiment super intéressant chez Platon, c'est de voir comment, au fur et à mesure, petit à petit, il développe cette genre de technique-là qui est basée sur une certaine manière de subdiviser les questions, essentiellement. Là, bon, puis je ne pourrais pas vous le faire ici parce que j'ai pas... je vous le ferai parce qu'il faudrait que je relise les trucs, puis je prenne des notes, puis je regarde plus dans le détail. Mais le principe général, c'est ça. La dichotomie. Puis il prend une chose, puis là, il dit, OK, bon, il y a les chaises à trois pattes et les chaises à quatre pattes, puis il fait deux catégories. C'est pas ça, c'est un exemple un peu boboche, là, mais c'est un peu l'idée. Là. Okay, le poisson, bon, ben, il y a le poisson d'eau douce, puis le poisson d'eau salée. Puis il fait deux subdivisions comme ça. C'est un peu le principe. Encore une fois, c'est très maladroit. Tout ça, encore une fois, je réitère que je les ai lus assez rapidement dans certains cas. J'ai commencé à prendre des notes. Puis là, maintenant, là, je vais commencer plus à en prendre. Je ne me suis pas contraint à le faire au début parce que je voulais prendre l'habitude de la lecture, puis j'avais déjà assez de juste lire les bouquins. Je me suis dit, OK, bon, je retournerai les lire plus tard. Mais là, c'est ça. Je vais quand même, tu sais, je me suis trouvé un truc là, pour m'aider avec la prise de notes. Donc ça pour dire que on peut espérer que pour les prochains, là, les prochaines 40 000 pages de cette année, les prochaines années, ça va être plus facile d'étoffer certains exemples précis. Mais les grandes lignes générales, c'est quand même à peu près, c'est pas mal ce que je vous dis là. Okay? Donc c'est ça. Donc Platon, il a sa méthode, mais c'est aussi une méthode c'est aussi une technique pour convaincre les gens. Puis c'est ça le truc. Puis on est chez les Grecs, puis un détail vraiment intéressant, un aspect vraiment intéressant de lire autant de Platon et d'Aristote et de Présocratique et toutes les autres, là, bon, les historiens, je suis pas rendu très loin, mais j'ai commencé. Ben c'est ça, c'est que tu comprends mieux leur manière de fonctionner, puis tu comprends mieux leur société, puis, tu sais, nous, quand on parle de la Grèce, déjà, on pense à Athènes,
Puis il y a des grosses différences entre les villes, même puis on sait qu'ils ont fréquemment eu des guerres, on va dire intestines, là, Athènes contre Sparte par exemple, etc. Mais c'est ça, nous on pense à Athènes, puis Athènes eux-mêmes, ils ont eu beaucoup de régimes politiques différents, c'est sombré assez souvent dans la tyrannie, puis ce genre de trucs-là. Mais fondamentalement, c'est ça, l'époque dorée d'Athènes, les citoyens libres, qui sont des gars, règle générale, ceux qui ont le droit de participer à la vie publique, ben, ils sont tous plus ou moins obligés d'être avocats et juges, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si tu traînes quelqu'un en procès, ben c'est lui qu'il faut qu'il se défende. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée. Il va y avoir des gens dans le public qui vont être nommés juges, puis je me rappelle pas si c'est pour l'année au complet, ou si c'est par une loterie, ou si c'est une élection, mais ça revient à dire que à cause de la manière dont la société athénienne est organisée au quotidien, puis à cause de ces lois, justement, puis ces institutions légales en particulier, ben les Grecs ont tout intérêt, puis passent le plus clair de leur temps, à part les beuveries, évidemment, il y en a beaucoup des beuveries chez les Grecs, mais ils passent le plus clair de leur temps, semble-t-il, à discuter, puis à plaider, puis à apprendre à se convaincre mutuellement les uns les autres. Puis, ben, en bonne partie, moi, le meilleur Platon que j'ai trouvé, c'est celui-là, en fait. Puis, qui nous dit expressément que c'est ça qu'il est en train de faire. Puis en particulier dans, je pense, le sophiste, puis l'autre, dans ces derniers, là, sur le troisième groupe, là, c'est ceux que j'ai, honnêtement, c'est ceux que j'ai le plus aimé. À part l'apologie de Socrate, là, que c'est beau à en pleurer pour vrai, là. Mais, règle générale, c'est ça. Puis, mais, c'est ça. Puis là, je vais finir là-dessus pour le Platon en général, parce que comme je dis, je ferai une autre vidéo à part, mais quand on lit le Socrate, les écrits socratiques de Platon, ok, écrits, bon, en vérité, ce dont on se rend compte, c'est que Socrate n'est pas en train de présenter une doctrine. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait en vérité, puis il le dit qu'il le fait, c'est qu'il va voir tout le monde, puis il va voir les experts, soi-disant experts, l'un après l'autre, le meilleur juriste, mettons, le meilleur sculpteur, le meilleur poète, le meilleur sophiste, genre, bon, etc., Gorgias, salut. Et bon, il fait qu'il va les voir l'un après l'autre, chacun étant supposé être un expert dans sa discipline, et il leur montre l'un après l'autre par une série de questions plus ou moins les plus saugrenues que vous pouvez y concevoir, en vérité, par une série de pirouettes, en vérité, amusantes et extrêmement bien écrites, ben, il se trouve à montrer au gars qu'il ne sait pas de quoi il parle. Puis c'est hyper intéressant, puis c'est hyper instructif, parce que d'après ce que moi j'ai lu à date, il semblerait que c'est plutôt ça qu'il faisait, Socrate. C'est ça, c'est bien connu, il n'y avait pas de doctrine, hein. Il n'y avait pas d'enseignement réel. Ce qu'on prend pour l'enseignement de Socrate en général, c'est les doctrines de Platon, qui met en scène une version fictive de Socrate. Okay. Puis même au niveau de son caractère, règle générale, les gens semblent plutôt avoir apprécié Socrate comme gars, mais c'est très partagé. Dans Aristophane, dans les Nuées, je pense, c'est considéré comme un gredin lascif, je crois. Il le met parmi les sophistes. Bon, les sophistes qui sont des faux philosophes, ok? C'est des gens qui font des belles phrases, puis qui font des tours de passe-passe intellectuels pour te convaincre par des trucs de Jedi, là, finalement, d'arguments bidons, mais qui ont l'air convaincants. Ce genre de trucs-là. Les sophistes, c'est à peu près ça. C'est plus nuancé que ça, mais c'est un peu ça le principe. Bref, c'est ça. Puis Socrate, il prend tous ces gens-là, puis il va voir, c'est ça, les gens bien en vue, parfois les gens très très riches et puissants. Puis il dit, ah, ça a l'air que tu es expert je sais pas, moi c'est ça, en poésie. Hein? Ben, moi j'adore la poésie, j'y connais rien, explique-moi donc c'est quoi la poésie. Puis là, ça commence comme ça. Ça, c'est les écrits socratiques, là. Ça commence comme ça, puis c'est fascinant, mais telle question, oh non, c'est très bon, tu sais, puis c'est comme Colombo, c'est très Colombo. Oh non, j'ai tout, oh, c'est parfait ce que tu me dis, c'est brillant, mais j'ai juste une dernière question. Puis Socrate, c'est ça qu'il fait, en vérité.
Puis là, tu m'as dit tel truc, c'est parfait, mais j'ai un doute ici, je comprends pas, peux-tu m'éclairer, s'il te plaît? Puis à la fin de ces dialogues-là, ben c'est ça, à la fin de ces dialogues-là, généralement, puis c'est quelque chose qu'on reproche à ces traités-là de présocratiques, puis pas les traités socratiques de Platon. Puis ce qui montre, à mon avis, à quel point, justement, on n'a pas compris que c'était précisément ça le sujet, puis on n'a pas compris ces textes-là, ça finit que le gars dit à Socrate, l'interlocuteur de Socrate, lui dit « Je suis encore plus mélangé qu'au début, je n'y comprends rien. » Puis, OK, bon, mais si t'es brillant que ça, Socrate, c'est quoi? D'abord, la poésie, puis je le sais pas, moi. Tu sais? C'est un peu comme ça que ça a tendance à finir. Puis ça aussi, c'est très fort, en vérité. Ça, c'est très, très fort, puis c'est très attachant à beaucoup de points de vue. Ça prend un certain courage pour faire ça. Puis ouais, il y a la fameuse maïeutique de Socrate où est-ce qu'il va te poser des questions puis t'amener à illustrer ce que tu sais sans savoir que tu le sais, grosso modo. Je crois comprendre que c'est ça le principe. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais faire accoucher les gens des idées qu'ils portent en eux, en gros. Mais règle générale, c'est ça, le gros du truc, c'est quand même de te montrer que tes certitudes reposent sur pas grand-chose en vérité, que ce que tu prends pour une vérité absolue est une croyance que tu t'es mis en tête puis que tu t'es répété jusqu'à ce que tu te convainques que c'est une vérité absolue, mais c'est pas le cas. Puis ça, c'est très utile. C'est rendre un grand service à l'humanité, je pense, que de nous entraîner, de nous montrer à quel point c'est fréquent, ce que c'est, parce qu'on baigne là-dedans en journée longue. Puis, puis c'est très utile pour nous-mêmes, pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Mais c'est ça, puis je finis là-dessus pour Socrate, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Pourquoi pensez-vous? T'sais? Puis c'est plus ou moins explicite, là. Nous, la version qu'on raconte sur Socrate, c'est que... c'est ce héros de la philosophie, c'est ça, ce prophète de la raison, grosso modo... a été martyrisé parce qu'on l'a traité en cour et mis à mort pour hérésie, parce qu'il ne croyait pas aux dieux. C'était l'accusation. Il refuse de... Il remet en question la croyance aux dieux. Puis on mentionne son fameux daimon là-dedans, sur son esprit tutélaire avec qui il parlait, là, qui lui disait « Non, fais pas ça, non, fais pas ça. » Bon... Puis, mais c'est ça, en vérité. Bon, puis, fait que nous, on se dit, ben oui, Socrate, il se battait contre ces païens, polythéistes, qui croyaient que la Lune était un dieu et qui étaient trop zinzin pour comprendre les beautés de la science, grosso modo, tu sais. Puis, Socrate, proto-scientifique, parce que philosophe, ben ouais, bien sûr, il connaît pas la théorie de l'évolution, mais quand même, c'est un peu notre saint patron, un peu. C'est un peu ça, vaguement, mais mythologiquement, c'est ça que c'est. Puis c'est un mythe que Platon invente. Puis, ce que moi je vois plutôt, c'est que, comme on dit, il a fait chier les puissants. Il est allé voir, puis on le sait parce qu'on l'a dans les écrits de Platon. Il nous les montre. Puis Platon, il est très, 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 très bon pour mettre en scène un personnage. On comprend tout de suite c'est qui le personnage, puis il a sa propre manière de parler, puis il a sa propre psychologie. C'est vraiment génial là-dessus. Platon est vraiment brillant. Tout le monde a sa propre voix. On comprend tout de suite c'est qui en 2 phrases, puis dans les dialogues, justement, on n'a aucune difficulté à démêler qui est X, qui est Y. Mais souvent, c'est X puis c'est Y. Là, c'est des gens, justement, qui, peu de temps après le dialogue, finissent tyrans dans certains cas. Il y a eu les fameux 30, là, bon, puis il y a toute une histoire avec ça. Mais en gros, il y a une oligarchie. Après, la République tombe à un moment donné, du vivant de Socrate, et on met en place 30 soi-disant sages, là, en gros, pour gouverner la ville, mais ça prend environ 30 secondes que ça devienne une atroce tyrannie. Puis, justement, eux essayent d'impliquer Socrate dans leur coup monté, puis justement, parce que, bon, peu importe, il y a pas un paquet d'affaires dans cette direction-là, parce que puis Socrate trouve une manière de se défiler, de ne pas se compromettre, parce qu'il cherchait justement à compromettre tous les gens dans leur régime, pour... peu importe, parce que c'est ça qu'on fait quand on est corrompu comme ça, puis on veut que tout le monde soit complice, comme ça protège ton régime à toi, parce que si toi tu tombes, eux autres ils tombent aussi. C'est un peu le principe général.
Puis Socrate réussit à se défiler, mais c'est ça, ce faisant, c'est ça, il se fait des ennemis parmi les tyrans, puis il se fait des ennemis parmi les riches et puissants, des gens de très, 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 très riches familles, qui n'ont pas toujours bon caractère du tout, on le sait encore une fois parce qu'on les rencontre. Ben, c'est ça. C'est, ouais, ok, le gars, la gang de fils de riches, ok, riches et puissants, qui ont mauvais caractère. Puis Socrate va systématiquement les voir pour les faire chier. Pour leur dire qu'il est plus intelligent qu'eux autres, en gros. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Pour leur dire qu'ils savent pas de quoi ils parlent, puis que leur orgueil est mal placé. Ben, qu'est-ce que vous pensez qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait condamner à mort, ils ont trouvé un argument spécieux, puis ça a marché. Bon, ça, c'est ce que moi je lis, ok? C'est ce que moi je lis dans le texte, puis bon, je ne l'ai pas encore lu, il y a un texte de Xénophon sur la mort de Socrate, j'ai vraiment hâte de lire ça. Mais, mais c'est plutôt ça, me semble-t-il, au moins dans les premiers textes, que c'est plutôt ça que Platon nous donne à lire. Puis après ça, ben, éventuellement, c'est ça, Platon se met à présenter ses propres doctrines, mais il met en scène Socrate. Puis je vais finir là-dessus, puis je vais dire rapidement là, les lois, comment j'ai trouvé ça. Puis j'ai trouvé ça bien écrit, mais horrible. Bon, ok. Horrible au niveau... C'est complètement irrecevable au niveau politique. Je vais vous le dire dans un instant. Mais c'est indéfendable. C'est complètement indéfendable à tous les points de vue possibles et imaginables comme projet politique, ce qu'il met de l'avant. OK. Puis on met... Bon, mais j'en reparle dans un instant. Mais c'est ça. Ben, en fait, commençons par ça. OK, les lois. Bon. Ben, dans la République, Platon parle de justice, puis de paquet d'affaires, puis les différents régimes politiques, d'après lui, selon une hiérarchie qui, à mon avis, ne marche pas du tout. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est ces fameux 5 régimes, là, dans lesquels, évidemment, le meilleur régime politique concevable, c'est le régime où les philosophes gouvernent parce que les autres ont la sagesse, puis les autres l'ont pas. Ça fait que c'est les autres qui doivent mener. C'est un peu ça l'idée. Il y a des gens qui contestent cette lecture-là. Mais ça ressemble pas mal à ça. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était pas mal ça que ça disait. Bref, tout ça, bon, puis c'est ça, mais dans la République, ça demeure un peu abstrait quand même, tandis qu'ici, les lois, ben, c'est un dialogue, mais c'est différents personnages. Il n'y a pas Socrate, mais il y a un gars qui pourrait être Socrate, en vérité, qui se réunissent puis qui se mettent à parler de c'est quoi le meilleur régime politique au monde. Ils se préparent à aller fonder une colonie, puis ils se préparent à rédiger les lois de cette colonie-là. Puis ce qui crée, finalement, puis ce qui crée, c'est un régime totalitaire. Okay. Puis on ressort souvent dans le traité des lois, quand on en parle, ce qui est très rare, on n'en parle pas beaucoup parce que la République est plus connue, puis même la République, personne ne le lit, puis entre autres parce que c'est long, puis un peu fastidieux, il faut le dire, mais si tu as le choix entre lire une grosse brique de Platon, tu vas lire la République, tu vas pas lire ça qui est 2 fois épais, qui est deux fois plus gros, puis 2 fois plus fastidieux, là. Okay? Parce que là-dedans, il est décrit ces lois. C'est carrément, en bonne partie, une succession de lois ou d'ébauches de lois, à tout le moins. Puis on ressort souvent le fait, ce qui est un fait, que ce qui met en place, c'est une forme de proto-communisme. Ou en tout cas, on voit là-dedans une forme de proto-communisme parce que, ben, précisément, la communauté des citoyens, dans laquelle il y a les hommes et les femmes, ben, on partage en commun la propriété. Essentiellement, il n'y a pas de propriété privée, tout appartient à la communauté. Okay? Puis il met là-dedans, détail hyper intéressant, alors je crois, encore une fois, ne me citez pas, mais il y a comme il y a pas, j'allais dire, il y a une notion d'amour libre et de sexualité, c'est pas le cas en vérité. Donc, OK, un sujet pour un autre jour. Mais la version courte, c'est que, tout le monde va manger en commun, OK? Tout le monde va dormir en commun. Puis c'est particulièrement ceux qui sont appelés au service militaire. Puis les femmes vont apprendre le service militaire pareil que tout le monde, parce qu'il faut que les femmes soient capables de se défendre, puis de défendre leur famille, puis la maison et la cité si on est attaqué, par exemple, par les Perses. Le genre de choses qui arrivaient à l'époque.
Bon. Fait que c'est ça, il met en place la société. Bon, fait qu'on dit ça. Nous, basé comme ça, on dit, ah, intéressant, propriété privée, peut-être, encore une fois, ne m'incitez pas sur l'amour libre, là, parce que j'ai un doute, là, parce que plus tard, c'est pas ça du tout, là. OK? Il n'est pas très porté sur la galipote, notre ami Socrate, Platon, pas Socrate, mais Platon. Là, Platon, lui, en vérité, là, ben c'est ça. Bon, parlons-en maintenant. OK? Premièrement, c'est ça, la sexualité, hein, c'est la fin de reproduction uniquement. Hein? C'est tout. Tu as des relations sexuelles quand il faut que tu reproduises l'espèce. Ta conjointe ou ton conjoint te sont assignés par l'État. Tu n'as pas le choix. Tu t'en rends compte quand même avant pour voir là, si tu vas bien entendre avec, mais mettons que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, puis si vraiment vous vous endurez pas, il y a des genres de procédures de divorce, mais c'est long et compliqué. Puis toute l'idée de ça, c'est que tes enfants ne t'appartiennent pas, puis toi-même, tu t'appartiens pas. T'es citoyen libre, c'est une république, c'est ce qu'on appellerait, on va dire, une démocratie. Mais en vérité, tout est axé en fonction de former les citoyens idéaux. Puis ça veut dire leur apprendre exactement qu'est-ce qu'ils doivent penser, puis de quelle manière, pour qu'ils puissent occuper la fonction précise que l'État a besoin qu'ils occupent. Donc, il y a les guerriers, il y a les officiers, les sages philosophes, finalement, bon, une certaine classe de juges, etc. Puis c'est ça. Donc, tout le monde se fait assigner à ces différentes fonctions-là. Puis, dans un énorme nombre de cas, si tu fais pas ce qu'ils veulent, c'est la peine de mort. Hein? C'est l'exil ou la peine de mort. Puis l'exil ou la peine de mort, ça revient très souvent, puis c'est plus souvent la peine de mort que l'exil. Voilà, il décrit assez longuement, il y a beaucoup de crimes où est-ce que, bon, oui, le citoyen est obligé, si tu es condamné pour tel crime, tous les citoyens sont obligés de te mettre à mort. S'ils te voient, ils sont légalement obligés de te tuer, sinon eux-mêmes commettent un crime. Je ne me rappelle pas la quantité de ces crimes-là qui sont passibles de peine de mort, mais vous voyez un peu le genre. Puis il y a des esclaves, bon, t'es supposé bien les traiter, mais t'as quand même le droit de les battre. Puis s'il se défend, t'es légalement obligé de le tuer. À moins que à moins que le maître dise que c'est correct, ou genre d'affaires comme ça. Mais bon, la version courte, c'est que quand tu lis ça, ça se lit, puis là je dis pas ça, je vais faire une comparaison avec l'URSS, puis il y a beaucoup de points de comparaison en vérité. C'est étonnant, en fait, à quel point ça ressemble à l'URSS, mais pas à cause du truc, entre guillemets, communiste. Okay? Puis ça, on y reviendra dans une autre vidéo, particulièrement dans 2 ans, quand j'aurai lu Marx, là. Mais c'est plutôt le côté contrôle total, finalement. L'État te donne un boulot, puis le contrôle au quotidien, le niveau censure qui est extrêmement prononcé, parce que M. Platon, il haït les poètes, là, OK? Il les louange continuellement, il leur lance des fleurs, mais il considère que les poètes remettent en question la vérité absolue qui est décrétée par les philosophes, qui parlent directement, n'est-ce pas, aux idées platoniciennes dans leur sphère, parce qu'eux sont directement plus ou moins en contact avec ces hautes sphères métaphysiques. C'est pas dit directement, mais ça revient un peu pas mal à ça. C'est un peu ça l'idée générale. Eux, ils ont mis en place le régime idéal, puis ça va rester comme ça pour la fin des temps. Okay? Ils ont écrit leur loi, puis ça va être ça. Et n'importe qui crée de la nouveauté là-dedans est un semeur de troubles et ça va finir en hécatombe, alors il faut le tuer tout de suite. Puis, ça, c'est entre autres les poètes, puis ils passent Homère, Éschyle, tous ces gens-là, je ne sais pas lesquels qui nomment certainement Homère, puis ils disent « Ah oui, Homère, c'est un grand poète, oui, on est tous d'accord », puis ils citent Homère assez souvent, mais ici, il dit que les dieux font quelque chose de pas correct. Est-ce qu'on a le droit d'accepter ça dans notre ville? Pas du tout, mon ami, parce que c'est un dialogue. Puis il en vient à conclure, c'est ça, que les poètes ont le droit d'exister dans la ville dans la mesure où ils disent exactement la doctrine de l'État, mais sinon, c'est l'exil ou la mort. C'est un peu ça le principe. Puis parce qu'il faut contrôler les pensées des gens, puis c'est ça. Puis c'est ça, honnêtement, ça se ressemble beaucoup aussi à, je regrette de le dire, mais la République islamique là, en Iran, ce genre de place-là.
Ça se lit comme un mélange du RSS puis on va dire de charia, là, parce que c'est ça. Crime, peine de mort, crime, peine de mort, crime de peine de mort. Il y a une manière de penser, c'est la bonne. Il y a une religion, c'est la religion, les trucs auxquels croit Platon, puis sa version à lui de panthéisme, de polythéisme. Puis tous ceux qui ne croient pas à ça, c'est l'exil ou la mort, grosso modo. Puis, ben, c'est ça. Fait que les lois de Platon, c'est, on va dire, 600 pages de ça. Moi, dans mon édition à moi, c'est 300 pages, là, parce que c'est à cause de la taille des pages, mais c'est ça. On va dire 600 pages de ça. Fait que, mais c'est bien écrit. Puis je vais finir là-dessus pour Platon, pour aujourd'hui en tout cas. Ben, la grande ironie de Platon, puis après ça j'enchaîne sur mes autres. Les autres, j'ai mieux aimé ça. Aristote, etc. pour cette semaine. Mais mon premier livre donc, de la semaine, puis mon bilan pour l'instant pour Platon, ben, c'est bien ironique, me semble-t-il, que Platon, qui historiquement, en effet, puis c'est ce que disait mon anglais sur sa chaîne, là, ben oui, historiquement, Platon, même si tout... C'est ça, lui, il disait, Philobote, là, il disait que, c'est ça, ses doctrines sont généralement irrecevables et horribles et ça n'a pas d'allure, mais historiquement, il est pas important. Il est important. Puis c'est vrai. Okay. Mais ces raisonnements, règle générale, tiennent extrêmement rarement la route, du moins me-t-il semblé à moi. Ça m'est arrivé de voir des raisonnements et de dire, ça c'est intéressant, mais c'est mal comprendre. L'intérêt, c'est pas le raisonnement chez Platon. Moi, c'est ça que je lis, parce que c'est pas ça qu'il essaie. Il est pas en train d'essayer. Il est en train d'essayer de te convaincre, mais il y a une passe presque sophiste. Il y a une approche presque sophiste. Il est en train de... C'est ça. Il est peut-être de meilleure foi parce qu'il croit à ce qu'il dit, quoique des fois ça se discute en vérité, si on va voir les fameux derniers dialogues dont j'ai parlé, là, sophistes, etc., que j'ai beaucoup aimé, mais ils vont te le dire, on est en train de s'entraîner à discuter, prends cette position, moi je vais prendre telle autre position, puis on va dialoguer. Bon, ben, c'est super intéressant, puis c'est brillant, 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 mais c'est ça, quand tu fais ça, tu sors des arguments auxquels tu ne crois pas toujours, puis c'est de bonne guerre, mais c'est ça qu'il fait. OK, c'est ça. Puis je vois des fois des gens, même parfois des gens qui sont mieux éduqués en philosophie que moi, j'en ai vu, me semble-t-il, mettons sur le YouTube par exemple, essayer de mentionner les raisonnements, la finesse des raisonnements de Socrate ou de Platon. Ben, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais bon. Je vais quand même mentionner, bon, que c'est ça. Puis... vite fait, OK? C'est ça. C'est très ironique d'abord, finir cette idée-là déjà, que Platon conspue tellement les poètes, parce que sa grande force, c'est que c'est un grand poète. Okay. J'ai eu une conversation dans le temps des fêtes, là, avec un professeur de philosophie, justement, puis je lui disais justement que la République, j'avais pas tellement aimé ça, puis que j'étais assez sévère par rapport à Platon. Puis il me dit, ouais, mais quand même, la République, tu sais, l'allégrie de la caverne. Puis c'est intéressant, parce que, ben oui, précisément, c'est brillant, l'allégrie de la caverne. C'est brillant, 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 c'est super beau, c'est super intéressant. Tout le monde en parle tout le temps. Mais les gens en parlent comme ils parlent de Marshall McLuhan. Dans la mesure où Marshall McLuhan, c'est le gars de la formule brillante qui veut rien dire. Hein? C'est ça, le medium is the message. Là, que vous allez lire Marshall McLuhan, puis allez le voir en entrevue, il va vous le dire lui-même. Il sort des formules impressionnantes qui ont de l'air profonde, mais il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Ben, chez Platon, il y en a. Mais règle générale, on ne va pas voir qu'est-ce que c'est. On voit l'allégorie de la caverne, puis ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà une allégorie brillante qui veut sûrement dire ce que moi je veux que ça veut dire. T'sais, on le voit comme une allégorie de la science. Okay? Par exemple, c'est ce que j'évoquais tantôt, le mythe socratique, le mythe du Socrate que nous, on voit le Socrate comme le proto-scientifique essentiellement, la voie de la raison à une époque polythéiste, barbare et reculée, ce genre de trucs-là. Là. Okay. Nous, on se raconte cette histoire-là, qui n'est pas rationnelle du tout, hein, qui n'est pas basée sur les faits du tout, qui est basée sur une lecture presque tendancieuse du texte, qui est basée sur qu'est-ce qu'on veut que ça soit, qui est basée sur les textes comme contes de fées, là, les dialogues bon, de Platon. Puis, je dis pas que c'est mal, parce que ça a une valeur. En soi, ça exprime quelque chose, ça exprime certainement qu'est-ce qu'on veut
exprimé par rapport à nous-mêmes, un certain rapport avec un idéal de la raison, si on veut. OK, bon. Mais c'est ça, là, c'est pas ce que Platon dit du tout. Puis Platon, lui, quand il parle de ça, c'est plutôt, c'est quoi son contexte à lui, où est-ce qu'il va en venir? Ben ouais, son allégorie, c'est acquérir la sagesse et la connaissance, puis la sagesse et la connaissance ne serait pas plus, est-ce que ça serait pas plutôt justement sa théorie des idées? Puis moi, dans le contexte, la manière que je l'ai lu, encore une fois, il faut tout que je les relise, puis idéalement, il faut les relire en grec. Il faut certainement lire plusieurs traductions, parce que il faut comparer, puis tout ça. Mais la manière que je l'ai lu, en tout cas, c'est ça, il fait, tu sais, la vérité à laquelle accèdent les philosophes dans son allégorie de la caverne, c'est les croyances de Platon, hein, c'est ses idées platoniciennes, c'est ses doctrines à lui, grosso modo. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Puis c'est ça, nous, on transpose sur Platon puis Aristote qu'est-ce qu'on veut que ça soit. Puis ça, c'est hyper fréquent, puis ça, c'est l'erreur philosophique numéro un. Puis je sais peut-être pas grand-chose en philo, mais je sais ça. Quand j'ai fait mes cours à l'université, il y a une affaire que j'ai appris, pas deux, là. Il y a une affaire que j'ai appris. Ça, puis faire des dissertations. Okay. Deux. Mais au niveau philosophique, il y a une affaire que j'ai apprise, puis j'ai apprise parce que j'ai fait l'erreur. Puis le professeur me dit, tu es en train de lire le texte pour qu'est-ce que tu veux qu'il soit dedans. Il faut que tu lises le texte pour qu'est-ce qui est dedans. Projette pas le sens que tu veux lire. Lis le texte pour qu'est-ce qu'il est. Okay. Puis ça se discute, ça se débat, puis il faut aller voir les interprétations, mais c'est ça l'erreur que souvent les gens font. Bon. C'est ça, puis bon, puis il faut rajouter, encore une fois, c'est ça que Platon, ben, il condamne tout le temps les poètes, mais c'est ça, il écrit des super belles allégories, il écrit super bien, il écrit des beaux dialogues, c'est tout le temps hyper bien écrit, c'est drôle, c'est brillant. Bon, fait que c'est ça, c'est son talent poétique qu'on aime chez Platon, puis on aime ce qu'on peut projeter sur lui. Puis on aime le Socrate mythologique qu'il invente, mais c'est ça, qui n'a pas vraiment rapport avec la réalité, puis que lui-même, puis là je finis là-dessus sur Platon, pas aujourd'hui, pas vrai. Il y a quelque chose de... Tu sais, il y a quelque chose, moi, qui m'apparaît de l'ordre de la mauvaise foi dans la démarche de Platon. Puis peut-être que dans 2 ans, je regretterai d'avoir dit une telle énormité, peut-être, mais sincèrement... J'en doute un peu. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Platon, il écrit des dialogues dans lesquels il met en scène des personnages. Fait qu'il prend des personnages qui vont illustrer différents points de vue, particulièrement à partir de sa période du milieu, là, moins au début, mais il prend des personnages connus, c'est généralement toujours des personnages connus, puis il prend Socrate, la voix de la sagesse, etc. Puis il leur fait dire ce que lui veut qu'ils disent. Okay? Voyez-vous? OK? Puis, des fois, il va présenter la doctrine de un puis l'autre, puis il y a un débat véritable, puis il arrive que, par exemple, Socrate ou quelqu'un qui semble être plutôt le porte-parole, le porte-voix de Platon, disent quelque chose, puis qu'un autre réponde il me semble que c'est un peu tiré par les cheveux, ou je comprends pas du tout. Ça arrive arrive à l'occasion, puis c'est à son honneur. Okay? Il faut absolument lui rendre ça. Il m'est apparu là-dessus certainement de bonne foi. Mais grosso modo, c'est plutôt quand même, généralement, ce qui se produit, c'est plutôt le contraire. C'est qu'il met le personnage de Socrate, qui ne parle pas du tout, rendu certainement dans les dialogues du milieu, qui ne parle pas du tout comme le vrai Socrate. Socrate a une doctrine, c'est « je ne sais pas de quoi je parle, mais personne ne le sait », grosso modo. Okay? Au moins, tu sais que tu ne sais rien. Bon. C'est ça, là. C'est percer la ballonne idéologique des gens. C'est ça qu'il fait, Socrate. C'est ça qu'historiquement, il semblait qu'il faisait. Il ne mettait pas de l'avant sa propre doctrine. C'est ça qu'il faisait. Bon. Tu sais pas de quoi tu parles, puis je vais te le montrer par toi. Tu sais, je vais te mettre dans une situation où tu n'auras pas le choix de te rendre compte que tu sais pas de quoi tu parles. Puis dans ce contexte-là, c'est correct d'utiliser des arguments spécieux parce que si la personne savait réellement de quoi elle parlait, elle ne tomberait pas dans ces panneaux-là. Okay? Fait que là, honnêtement, c'est légitime, des arguments, entre guillemets, de type plus ou moins sophiste. C'est correct parce que il y a une fonction, là. Okay? Je pense que c'est légitime. Mais quand on est rendu au dialogue du milieu, le Socrate qu'on voit dans les dialogues, c'est entièrement un personnage de fiction. Okay? Mais c'est un personnage historique.
C'est un personnage qui a réellement existé. Ça fait qu'on se dit, ah, ben c'est Socrate. Puis, donc, il y a une crédibilité. Il y a une crédibilité comme personnage historique rempli de sagesse, etc., etc., qui a vraiment existé, qui est un martyr pour la raison, carrément un martyr, là, une figure christique en vérité. Puis c'est à lui que Platon fait dire ce que lui croit, qui n'est pas ce que Socrate croyait, qu'est-ce que lui croyait. Puis là, il fait ses raisonnements, des fois vraiment tirés par les cheveux, les dire que ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis là, ses amis sont autour, qui disent, ah oui, c'est vraiment évident ce que tu es en train de dire, Platon. Bien trouvé, je suis convaincu. Est-ce que quelqu'un trouve à redire? Non. Personne de saint d'esprit ne remettra en cause la théorie des idées que tu viens de dire, ça crève les yeux. OK, c'est établi, on y croit, maintenant c'est fait. C'est pas une preuve, ça. C'est ça l'affaire. Puis ça, il y en a pas mal. Fait que, ben ouais, c'est facile d'avoir un groupe de monde qui disent que t'es brillant puis que t'as raison, quand c'est toi qui les mets en scène puis c'est toi qui les inventes. Voyez-vous ce que je veux dire, là? Il met en scène des personnages réels, mais dans une forme entièrement fictive, puis il fait ça pour leur faire dire ce qu'ils ont besoin de dire pour illustrer, pour faire croire à tout le monde que les théories de Platon sont beaucoup plus solides qu'elles ne le sont en réalité. Bon. Mais c'est brillamment écrit. Fait que c'est ça. Puis est-ce que ça a été important pour la suite des choses? Oui, mais oui, puis ça c'est incontestable. Puis c'est ce que l'autre gars disait, le fameux Philobote. Bon, il disait, ben, puis je vais aller relire. En vérité, j'ai tellement trouvé que c'était tiré par les cheveux puis décousu que il y en a qu'il va falloir que je les relise là, par honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas pressé, mais il va falloir que je le fasse. Mais je ne m'attends pas à ce que mon opinion change énormément. Parce qu'encore. Ben, quoique, puis là, je finis là-dessus pour vrai, dit-il pour la 8e fois. J'ai écouté hier un extrait de Critique de la raison pure, un livre audio là, de Kant, n'est-ce pas? Puis je suis tombé sur un bout en particulier où que Kant chante les louanges dithyrambiques sur Platon, puis la théorie des idées, puis etc. Fait que, bon, écoutez, si c'est bon pour Kant, d'une certaine manière, c'est bon pour moi, d'une certaine manière. Mais, j'irai voir. Mais c'est ça. Je pense que fondamentalement, déjà Platon cherche, à quel point est-ce qu'il cherche réellement à nous convaincre de chacune de ses doctrines, mais dans certains cas, oui, certainement pour les idées. Mais dans d'autres cas, je pense qu'il fait juste nous illustrer sa méthode de discussion parce que, puis ça c'est explicitement dit à plus d'une reprise dans ses écrits, il fonde, certainement une fois en particulier, il a fondé une école, Platon. Puis ça, c'est une grosse business à son époque, puis je pense qu'il y a de bonne foi en faisant ça. Il s'oppose aux sophistes, non sans raison, qui sont eux vraiment de mauvaise foi. Tout le projet des sophistes est de mauvaise foi. Bon, puis lui, il crée sa propre académie, où les gens vont pouvoir s'inscrire, puis il est en train de faire, avec ses pièces de théâtre, ses dialogues, bien, il est en train de faire la réclame pour son école. C'est ça. Puis ça, c'est carrément les notes dans les GF, les très bonnes notes, là, souvent. Là, dans la préface, il explique ça assez en détail. Bon. Fait que c'est ça qu'il est en train de faire. Ça fait que, bon, oui, il montre des gens en train de dialoguer, puis il ne faut pas toujours aller voir le détail de ses arguments. Ça fait que, oui, là-dessus, c'est pas toujours très solide, mais si on le prend comme ça, ben là, oui, c'est intéressant. Si on le prend comme manière de faire un peu l'oratoire ou une certaine forme de ce que Aristote appellerait peut-être la dialectique. C'est juste la conversation non scientifique, mais la logique moins rigoureuse que la vraie logique, mais la semi-logique là, de conversation. C'est ça. Quand on ne parle pas de trucs scientifiques certains, mais qu'on parle de trucs probables, qu'on veut convaincre les gens. Ce genre de conversation-là. Bon. Fait que pour ça, c'est intéressant. Mais somme toute, Platon, c'est ça. Il a fait école, mais moi, moi, je lis ça pour apprendre à mieux réfléchir. J'aime ça, l'histoire de la philosophie, j'aime ça beaucoup. J'en lirai pas autrement, là, mais fondamentalement, ce que je cherche, c'est être un penseur plus rigoureux, pour moi. Bonne foi et rigueur, c'est ce que moi je cherche là-dedans. Puis ça, j'ai pas beaucoup trouvé ça chez Platon. Je ne l'accuse pas formellement d'être carrément d'une mauvaise foi carrément tout le temps, là, mais il y a quand même des éléments discutables dans ce qu'il fait. Puis je pense que dans le contexte où il est, dans le contexte de ce qu'il fait, c'est défendable puis c'est correct, mais c'est quand même pas rigoureux du tout. Du tout. Puis je pense que c'est pas ça qu'il fait. Okay? Puis je pense que ses prémices ne marchent pas non plus.
Puis c'est correct, c'est un gars de son époque, mais on en reparlera pour le reste parce que bientôt on va parler des néoplatoniciens sur la chaîne. Quand on sera rendu là, on en parlera de son influence. Mais bon, bref, ça nous amène à Aristote. Bref. Fait que les lois, je l'ai fini. J'avais dit que j'allais peut-être lire l'essai à la fin, les 725 pages. Finalement, j'ai lu comme 3-4 pages. J'ai fait non, j'ai pas aimé. Je vous épargne l'essai à la fin. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu quelques pages rapidement, puis j'ai décroché très vite de son essai. Mais c'est pas grave. Pour le reste, ok, la suite, je vais aller plus vite parce que ça doit faire 1 heure que je parle. J'ai mentionné que j'ai rajouté des textes. Puis les principaux textes que j'ai rajoutés au corpus philosophique, puis à mon projet de lecture pour cette année, c'est du Aristote, puis en particulier les fameux pseudo-Aristote. Donc, j'ai expliqué tantôt par rapport à Platon, c'est la même affaire pour Aristote. Il y a des textes qui nous sont parvenus. Au Moyen Âge, on pensait que c'était d'Aristote. Finalement, dans beaucoup de cas, on en est venu à la conclusion que c'était pas le cas. Puis il y en a que même à l'Antiquité, en vérité, les gens remettaient en question l'authenticité de ces textes-là. Bref. Fait que quand j'avais fait mon corpus, je les avais pas inclus, mais ce qui est arrivé en vérité, c'est que vous vous souviendrez peut-être que la semaine dernière, j'ai parlé d'un bouquin qui s'appelait L'homme de génie et la mélancolie. Et donc, un petit essai, puis c'était un extrait des problèmes, les fameux problèmes, justement, du pseudo-Aristote. C'est son nom, c'est le nom d'Aristote qui est sur la couverture, mais règle générale, le consensus, c'est que c'est pas lui qui les a écrits. Puis, Aristote a écrit un traité qui s'appelait Problème, qui ressemblait beaucoup à ça. Puis, il y a des extraits qui sont carrément d'Aristote, comme des citations dans le traité, mais le consensus actuel est plutôt à l'effet que c'est pas Aristote qui l'a écrit, pour des raisons, comme on dit, de philologie, là, tel mot n'existait pas. Ce genre d'affaires, là, on est allé comparer. Bon, c'est toujours un peu discutable, là, mais il fait référence à tel truc qui n'était pas arrivé du vivant d'Aristote, là, ce genre de détails-là. C'est un peu ça l'exercice. Mais bon, puis j'avais mentionné que c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu ça, puis j'avais mentionné la semaine dernière que je n'avais pas l'intention de lire les problèmes d'Aristote, parce que, ai-je dit la semaine dernière, ce n'est pas dans... Tout le monde sait que c'est pas vraiment Aristote qui l'a écrit, le consensus, c'est que c'est pas Aristote qui l'a écrit. D'ailleurs, c'est même pas dans le corpus aristotélicien. Ai-je dit? Ben, c'est une erreur, mesdames et messieurs. J'ai commis une bourde, une grosse bourde, parce que, tu sais, je suis allé vérifier après, puis il y a une leçon là-dedans. Si vous ne retenez une seule chose de mon interminable laïus d'aujourd'hui, c'est ça. Okay? La grande leçon d'apprendre la philo, là. Okay. Puis de ne pas dire des bêtises. Savez-vous qu'est-ce que c'est? La vraie grande leçon, puis la plus difficile à beaucoup de points de vue. C'est si tu n'es pas certain de ce que tu dis, dis-le pas. Puis il y a des nuances, bien entendu. Mais tu sais, comme, les problèmes, c'est pas dans le corpus aristotélicien. J'aurais dû les vérifier avant, puis je ne l'ai pas fait. Puis pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que ça prend du temps, puis il y a juste 24 heures dans une journée, puis on a la flemme. Ça, c'est un réflexe extrêmement naturel et normal. Puis des fois, c'est correct de l'écouter, des fois. Mais pour ce genre de projet-là, ben, très souvent, c'est quand on fait ça qu'on finit par dire des bêtises. Puis c'est extrêmement fréquent. Puis regardez les discussions en ligne, c'est rempli de trucs comme ça. T'sais, puis honnêtement, une bonne partie de ce qui m'a décidé à faire le projet philo, c'est que je me suis tanné, moi, de faire ça. Je l'ai fait au moins une fois ou deux sur des forums en ligne. Puis je me suis dit, j'aime pas ça, je me sens cave. C'est quoi? Voyez-vous le truc? Bon, mais c'est parce que c'est facile, on veut compter des points dans la conversation, on veut avoir l'air intelligent, on veut... C'est ça, on veut gagner le débat, la discussion, peu importe. Ça fait qu'on sort un truc dont on se souvient vaguement de notre chapeau. Puis en plus, quand on met des nuances dans nos certitudes, souvent les gens n'aiment pas ça en vérité. Ce que les gens aiment, c'est la certitude. T'sais. Puis, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, puis ça m'amène au problème, justement. Parce que j'ai constaté, après que j'ai fait la vidéo, je suis allé vérifier, je me suis dit, il me semble que j'ai un doute, là.
si ce texte-là, les problèmes, donc, sont dans le corpus aristotélicien. Puis je suis allé voir sur Wikipédia, puis ben oui, c'est dans le corpus Aristotelicum du Moyen Âge, là, il y a un numéro de catalogue, puis tout, là, ou l'équivalent, tu sais. Puis pour mes péchés, ok, tu sais, je me suis confessé à moi-même, puis pour mes péchés, je me suis dit, je vais le lire. Puis je l'ai fait, je l'ai lu cette semaine, les problèmes. Puis j'ai rajouté tout le reste. Tout ce que j'avais pas mis du corpus aristotélicien. OK? Donc, pour l'essentiel, que des traités, on va dire, douteux, là, généralement considérés d'autres auteurs que Aristote, ben, je les ai tous rajoutés. Ça fait que ça en fait 10-15, là, des traités, là, 15-20, ça dépend comment on compte. Là. Mais bon. Fait que je vais tous les lire. Puis en plus, je vais tous les lire d'ici 2 semaines parce que j'adore Aristote, vraiment. Je vais en lire toute ma vie, mais là, c'est un peu le temps de passer à l'étape suivante de mon projet. Peu importe. Fait que je me suis ajouté ça, puis j'ai lu les problèmes. Puis les problèmes, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme recueil. J'ai pas la copie physique, là, j'ai trouvé une copie numérique sur archive.org, version légale. C'est une série de questions-réponses, c'est un gros traité. Puis c'est pas vraiment un traité, justement, en vérité. C'est des questions-réponses sur un paquet de sujets, la physique, la médecine, la musique, bon, etc., des questions d'éthique dans certains cas, bon, fait qu'en gros, c'est ça. Puis, je l'ai tout lu, là, je l'ai tout lu, ok. Mais je l'ai lu le plus vite que j'ai pu, quand même. Mais j'en ai retiré quelque chose. J'ai eu une sorte d'épiphanie en lisant ça. Les problèmes d'Aristote. Puis ça aussi, j'imagine que j'y reviendrai. Mais j'ai compris le problème avec la méthode scientifique. Le problème qui fait qu'on est autant dans la gadoue aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que c'est fondamentalement les problèmes? C'est que la première phrase, c'est une question, pourquoi est-ce que les bœufs ont des cornes, mettons? Puis là, la deuxième phrase, en général, c'est est-ce que ce serait parce que... Puis là, il part sur une théorie fumeuse, généralement basée sur les éléments, parce qu'eux, ils croient ça à l'époque. Puis à ce niveau-là, déjà, c'est hyper intéressant lire, entre autres, les problèmes du pseudo-Aristote. Si vous vous intéressez aux éléments, le feu, l'air, puis le chaud, le froid, le sec et l'humide, là, c'est ce modèle-là, ce type d'approche-là de la physique, la physique de style Aristote, ben, si vous vous intéressez à ça, c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'exemples là-dedans, de comment est-ce qu'ils appliquent ça au quotidien. Puis c'est dur à suivre parce que je la comprends toujours pas, cette logique-là. Mais il y en a une, c'est assez intuitif. Bon, puis ça aussi, il y a toute une série de réflexions dans lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui parce que j'ai déjà tellement parlé. Mais c'est hyper intéressant pour ça. C'est intéressant pour des raisons méta, parce qu'en tant que tel, le texte n'est pas intéressant par moment, pas du tout. Sauf quand même, mais il y a des chapitres où est-ce que c'est très bien observé, puis où est-ce que c'est pas mal très proche de la réalité, ou carrément ça. Puis justement, le chapitre sur la musique, moi, ça m'a étonné parce que moi, j'ai étudié en musique. Et puis, à l'époque, on nous avait justement appris que l'harmonie traditionnelle occidentale, elle vient d'Aristote, en vérité. Une version extrêmement courte. Puis, j'avais cherché dans quel texte d'Aristote, puis finalement, il apparaît que c'est dans celui-là. Je n'ai pas vu ça dans la physique, puis le seul traité de physique d'Aristote, il y en a quelques-uns, mais le seul qui me reste vraiment à lire, c'est les météorologiques, et, et je pense pas que c'est là-dedans. Mais là-dedans, il y a un assez long chapitre où est-ce qu'il rentre en détail sur les harmoniques, puis qu'est-ce qui arrive si tu prends une corde, puis que tu la divises en deux en mettant ton doigt, puis elle est 2 fois plus aiguë, la note est 2 fois plus aiguë. Là. C'est les principes généraux de l'acoustique. Puis là-dessus, ça, j'aimais ça. J'aimais ça parce que j'en ai fait, puis je vois les trucs, puis j'ai reconnu, puis c'est exactement ça, somme toute. C'est très proche. Là. Bon. Fait qu'il y a des trucs intéressants. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à mon affaire de science, puis je veux aussi être bref, là,
c'est que la science, à très, 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 très juste titre, a décrété que la physique des Grecs avec les éléments, ils ont sorti ça d'un chapeau, c'est pas basé sur l'observation tant que ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Trouvons une manière d'avoir des observations plus fiables, OK? Grosso modo, c'est ça. Puis j'ai mentionné la logique d'Aristote tantôt, puis il y a un lien assez direct en vérité, parce que c'est ça, dans la logique d'Aristote, en gros, Aristote euh, présente deux types de raisonnement, deux grandes familles de raisonnement, si on veut, ou deux manières d'aborder le raisonnement. Puis il y en a un qui est pour les choses dont la prémisse est certaine, okay? Par exemple des trucs de géométrie, bon. Et par opposition à celles dont les prémisses sont, comme je disais tantôt, probables. Okay? Donc, je sais pas, c'est le seul exemple que j'ai en tête qui vient, je pense pas d'Aristote, mais ok, bon, il est probable que le soleil va se lever demain matin. C'est pas certain, mais c'est probable. OK? Bon, il est probable que si tu traverses la rue pendant qu'il y a bien du trafic, comme dans Bowfinger, il est probable que tu te fasses frapper. Mais incidemment, dans Bowfinger, ils l'ont fait pour vrai, dans un vrai autoroute, je pense. Là. OK? Puis ils l'ont fait, puis ça a marché. OK? Certainement dans Midnight Cowboy, là, avec Dustin Hoffman, ils sont carrément en train de marcher dans les rues de New York sans regarder où est-ce qu'ils vont. Là. OK? I'm Walking Here, la fameuse scène. Là. De Dustin Hoffman, c'est improvisé, c'est arrivé pour vrai, là. C'est un vrai chauffeur de taxi. Il a osé se faire frapper pour vrai, mais voilà. Donc, c'est pour dire que y a des raisonnements probables, mais il y a aussi des chances que ce ne soit pas vrai. Puis, c'est ça. Donc, quand la version courte, c'est que la méthode scientifique, la grande force du truc, c'est que ça augmente le bassin de ce dont on est certain, grosso modo. Les observations scientifiques, bon, les microbes, les bactéries, etc., ou les atomes, bon. Puis même là, il y a des nuances, parce que beaucoup de ce qu'on nous dit, par exemple, sur les atomes, c'est pas vrai, en vérité. On nous montre le diagramme des atomes avec le noyau, puis les orbites, c'est pas comme ça, c'est pas ça du tout, là. C'est une vue de l'esprit, c'est un dessin, là, OK, pour impressionner les enfants, puis tout le monde s'est mis ça en tête, là. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais compris, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça marche au niveau atomique, là, OK? Mais bon, fait que c'est pas scientifique. Mais l'observation des atomes, grosso modo, ça l'est. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que la science, OK, bon, ben la médecine, je veux bien, le vaccin, ils ont fait des tests, puis ils ont prouvé que ça guérissait tel truc, ou ça prévenait telle maladie ou telle maladie, puis c'est basé sur des tests, puis etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une méthodologie pour obtenir plus de certitude, pour élargir le champ des certitudes, pour donc avoir des prémices plus solides, puis avoir plus de prémices certaines, grosso modo. Puis c'est bien ça, je suis pour ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que la prémisse, c'est pas le raisonnement. La prémisse, c'est la prémisse. OK? Puis, c'est ça, dans les problèmes, en l'occurrence, d'Aristote, par exemple, mais c'est tout le temps ça qu'il est en train de faire, en vérité. Ces traités zoologiques, je vais très rapidement en mentionner un tantôt, il part d'une prémisse plus ou moins farfelue, ou de son observation qui vaut ce qu'elle vaut, puis des fois c'est très vrai, puis des fois ça ne l'est pas du tout, sur les squelettes, ou le cartilage, ou les organes, puis des fois il a exactement raison, puis des fois il est carrément dans le champ, mais il fait une observation, OK, moins rigoureuse que celle de la méthode scientifique, qui perfectionne ça, c'est son grand apport, me semble-t-il. Je pense que c'était ça son projet. Mais un coup que tu as la prémisse, il y a le raisonnement après, le raisonnement de type logique, grosso modo. Si A, alors B. Puis c'est là où est-ce que, même si ta prémisse est meilleure, puis des fois c'est pas toujours le cas, c'est moins le cas des fois que ce qu'on nous dit, là. Même si ta prémisse est plus certaine, ça ne veut pas dire que ton raisonnement est plus solide. C'est pas parce que tu as la meilleure méthode au monde pour avoir une prémisse plus solide que les conclusions que tu vas en tirer vont être plus rigoureuses. Puis qu'est-ce qu'on observe depuis l'époque de la médecine moderne? C'est que c'est pas le cas du tout, là.
les médicaments Mira qui sont catastrophiques sur le long terme, tu sais, puis comment je dirais, le cholestérol. Je vais donner juste cet exemple-là. Mais dans les années 70, il y a tu sais, par une série de tests, OK, euh, scientifiques rigoureux et sérieux, je présume, ben, OK, des docteurs constatent qu'il y a une corrélation entre le cholestérol dans le sang et les problèmes cardiaques, puis des trucs comme ça. Fait que là, ils disent, ah, le cholestérol, c'est mal, il faut couper le cholestérol. Puis pendant 30-40 ans, ils ont dit ça. Ah, puis le cholestérol, il y a une corrélation entre le cholestérol et le gras animal. Arrêtez de manger des steaks, ça va vous tuer, il ne faut pas manger de viande, il faut pas manger de viande, bon, etc., etc., etc. Puis il y a peut-être des raisons, moi j'y crois pas, mais incidemment, il y a peut-être des raisons légitimes pour lesquelles il faudrait manger moins de viande, mettons, mais ça, c'en est pas une, voyez-vous, c'est ça mon point ici, là. OK, c'est ça mon propos. C'est que ils ont changé, donc basé sur la science, avec un grand S, là, le principe général, c'est que la méthode scientifique a été suivie, puis elle a décrété qu'il y avait... l'observation a donné un fait avéré et rigoureux et plutôt incontestable, qui est qu'il y avait une corrélation significative entre le taux de cholestérol dans le sang et les problèmes cardiaques, mettons, OK? C'est ça, il y a une corrélation. Okay? Mais corrélation, c'est pas la causation. C'est bien connu, là, c'est plutôt un anglicisme de le dire comme ça, mais c'est ça, là. C'est une fausseté logique. Bien connue que de dire, OK, il y a une corrélation, donc ça veut forcément dire que X. Okay? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ben, le cholestérol, ça veut forcément dire qu'il faut manger moins de gras animal, puis d'affaires comme ça, puis moins de gras tout court. OK. Fait qu'on a dit ça à tout le monde, puis on a nourri tout le monde, on a fait changer l'alimentation à tout le monde. Puis, le corollaire en même temps, c'est qu'on s'est mis à manger beaucoup de sucre transformé, puis de fructose, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, puis d'affaires comme ça. Puis, il y aurait eu moyen de ne pas remplacer le cholestérol par le fructose. Bon, c'est certain. Là. Mais c'est pour dire que le résultat, après 30-40 ans, puis ils s'en sont pas vantés, mais ils l'ont dit. Après presque 2 générations de monde qui ont suivi le conseil des années 70, il y a un groupe de médecins à un moment donné qui sont retrouvés, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, ouais, ben la prémisse était... L'observation de base était rigoureuse, ça oui, mais notre logique était bidon, là. C'est pas vrai du tout, là, que le cholestérol la raison pour laquelle il y a une corrélation, c'est parce que ton corps crée du cholestérol quand genre, il y a une inflammation. Je ne suis pas médecin, là, je ne sais pas, là, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est un signe que ton corps est en train de te défendre contre quelque chose. Donc le cholestérol, c'est ce qui te protège en vérité. Puis ce qu'il faut que tu changes, c'est ton alimentation. C'est effectivement ton alimentation, mais c'est pas la viande animale, le gras animal qui pose problème, c'est plutôt X, Y, Z. Puis si ça se trouve, genre le sucre transformé, puis ce genre d'affaires-là comme ça. Encore une fois, je vous invite à aller voir par vous-même. Mais c'est pour dire que, bon, ouais, pendant 2 générations, on s'est basé sur une logique complètement bidon. OK? Pourquoi? Parce que la prémisse était bonne, OK? Puis l'observation était bonne, le fait était solide, mais le raisonnement n'était pas du tout... Il y avait une logique, ça a l'air logique. Si A est B, donc C, ouais, c'est un syllogisme, ça a la forme de la logique, mais ça ne veut pas dire que ton argument est solide, là. Pas parce que c'est la forme de quelque chose de solide que c'est solide. Demandez à n'importe quoi vous achetez Dollarama, quoi c'est encore, tu sais, sur Amazon. C'est ça, là, c'est bon, puis c'est souvent comme ça, me semble-t-il, moi, dans la science et la médecine contemporaine, puis moi, je suis pour la santé, puis la guérison, puis le bien-être, puis la technologie. Ma technologie, ça dépend laquelle, mais tu sais, je suis pas contre le progrès ou n'importe quoi. Je suis pas contre le bien, je suis pas contre la vertu, voyez-vous. Mais c'est ça, c'est pas parce que ton laboratoire, c'est pas parce que tu t'es installé devant un microscope et que tu as obtenu des données que les conclusions que tu en tires sont vraies. Puis moi, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de monde partir de le truc de laboratoire, des Richard Dawkins, puis des gens comme ça, la théorie de l'évolution, donc ça veut dire qu'il ne faut pas nourrir les pauvres parce que, tu sais, ce genre de darwinisme social-là, par exemple, puis c'est hyper, hyper fréquent, ce genre de raisonnement-là, puis allez voir n'importe qui sur les médias sociaux, des fois même des savants reconnus qui font des professions de foi ou des discours basés sur leurs observations scientifiques. Ouais, ton observation est juste, mais ton raisonnement, il ne l'est pas forcément.
Puis là-dessus, c'est ça, ma grande épiphanie. En lisant ça, j'ai regardé des pages et des pages et des pages et des pages de raisonnement, des problèmes, les fameux problèmes. Là, je finis là-dessus pour ce titre-là. Puis j'en vite pour les autres. Ben, ouais, ces observations étaient moins bien fondées dans la plupart des cas, mais ces raisonnements sont autant boboches que les nôtres, je regrette de dire. Tu sais, c'est pas parce que tu es Carl Sagan ou que tu as un sarrau blanc, puis que tu passes à la télévision, puis que tu as un diplôme. C'est pas parce que tu as tout ça, puis que tu es l'autorité institutionnelle, que ton raisonnement est solide, là. Montre-moi ton raisonnement, puis je vais juger, moi, si je trouve qu'il est solide, okay, s'il est logique ou pas. OK, bon, c'est un peu ça, là, tu sais. Bon, puis l'idée que la logique est fautive, c'est ça le truc. L'idée est que la prémisse est bonne, mais les raisonnements ne tiennent pas. OK, puis c'est hyper fréquent. Puis c'est une autre chose qui me fait apprécier à quel point on n'est pas, c'est ça, on est une société qui a mythologisé la raison, mais on vit dans la religion de la raison. On ne vit pas dans la pratique de la raison. On vit dans le culte de la raison. Une divinité qu'on appelle la raison. Puis on se croit rationnel parce qu'on sacrifie à l'autel de la raison. C'est ça qu'on fait. C'est ça que les savants font, c'est ça que les politiciens font, c'est ça que tout le monde fait. Puis pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la logique, puis on ne sait pas comment évaluer des prémices, justement, puis on ne sait pas comment on parle à travers... tout le monde, on parle à travers notre chapeau. C'est ça. Bon. Fait que c'est une des grandes utilités de lire tout ça, c'est que je ne veux pas dire que... Je veux pas vous promettre que vous allez vous sentir moins seul à la fin de la journée, mais au moins vous allez commencer à remarquer ce genre d'affaires-là. Puis les gens vous traiteront d'orgueilleux, présomptueux. Oh non. OK. Bon, prochain. Je rappelle que... fait que je l'ai lu, les problèmes, puis c'est ça. J'ai aussi lu 3 autres traités du pseudo-Aristote. Des couleurs, des sons et du souffle. J'avais fait une autre erreur aussi la semaine dernière, des couleurs. J'avais présumé, basé sur l'introduction, que je trouverais là-dedans beaucoup de matériaux qui me feraient un lien, qui me permettraient de faire des liens avec la symbolique hermétique, là, du moyen, le tarot, les couleurs dans les jeux du tarot, grosso modo, ce genre de trucs-là, ou l'alchimie, là, leur code de couleurs à eux, parce que, comme j'ai dit souvent, une de mes grandes révélations cette année, j'ai constaté qu'en vérité, ben, c'est ça l'hermétisme, puis l'alchimie, puis tous ces trucs-là, ça vient en énorme partie de la physique d'Aristote, en vérité. Il y a vraiment une continuation. Il y a un divorce au moment de la Renaissance, avec la naissance, la méthode scientifique, puis Descartes, etc. Mais en vérité, la physique de l'Antiquité continue. Elle ne cesse jamais vraiment, puis elle se perpétue en vérité sous la forme de l'hermétisme. Puis ça inclut un certain nombre de réflexions philosophiques hyper intéressantes, puis des questions qu'on pourrait rapprocher avec des trucs de style Diamond, certainement, etc. Mais bon, sujet pour un autre jour. Sera-t-il que j'avais tort pour les couleurs, parce que j'ai pas trouvé ça du tout en le lisant. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis la version courte, c'est que je l'ai lu. Il m'en reste des traités courts du pseudo-Aristote. Il m'en reste une demi-douzaine à peu près. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Mais généralement, ils sont tous assez courts, genre 20-30 pages. Puis, règle générale, c'est plutôt intéressant. En plus, les belles lettres ici, c'est pas la version bilingue, là, c'est pas les budés. Là. Mais ça, c'est la collection La Roue à livres. J'ai été vraiment impressionné par la qualité, non seulement de la traduction, mais de la préface, puis des notes, etc. Là, c'est hyper intéressant. Donc, on apprend beaucoup de choses là, sur la manière dont Bon, peu importe, beaucoup de choses du style dont on parle aujourd'hui. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, il n'y a pas lieu d'être surpris parce que les belles lettres, c'est une maison d'édition légendaire, c'est pas pour rien. Mais, bref, les pseudo-Aristote, il y en a... chez les belles lettres, je pense que ça tient en 3 recueils. Ça vaut vraiment la peine. Si vous vous intéressez à ce genre de choses, donc, puis c'est plus intéressant que les problèmes. En règle générale, tout est plus intéressant que les problèmes au niveau d'Aristote, mais quand même. J'ai lu le Traité du Monde, qui fait 28 pages. C'est intéressant, là. C'est ça, à rapprocher du Traité du Ciel. J'ai lu... Ah oui, ouais, ok. Puis de Aristote en tant que tel, j'en ai quand même lu 2 qui sont de lui, de sa propre main, qu'on est pas mal certain à 100% que c'est lui.
J'ai lu La Génération des animaux, que j'avais commencé, je pense, la semaine dernière, qu'encore une fois, j'ai été plutôt agréablement surpris. Tous ces traités zoologiques ont un gros lien avec... C'est la mise en pratique de toutes ces théories, en fait. Donc, autant la logique, qui met vraiment en application les analytiques, etc., que les fameuses quatre causes, là, puis les trucs c'est quoi le potentiel, tu sais, une chose en potentiel et une chose en acte, là, c'est quoi energeia, puis entelekia, ces genres de trucs-là. Donc, fait que c'est vraiment hyper intéressant, puis même si souvent, bon, ces notions sur la reproduction, Aristote, sont rien moins que farfelues, sont hyper farfelues. Okay? Ça n'a pas très bien vieilli, mais c'est quand même hyper intéressant. Puis même là, des fois, il y a des raisonnements vraiment bien observés. Là. Puis ça nous illustre aussi assez bien, puis ça, c'est particulièrement le cas pour les problèmes là, du pseudo-Aristote. Ça nous montre vraiment aussi à quel point... Ça donne une fenêtre, ça ouvre une fenêtre sur comment les gens pensaient en général, ce que les gens faisaient, comment est-ce que... C'était quoi le quotidien intellectuel, puis aussi au niveau des mœurs, là, à l'Antiquité, il y a des discussions éthiques sur est-ce que c'est correct de faire l'amour en public dans les temples dédiés aux dieux, puis c'est très mal de faire ça. Ça veut donc dire que les gens le faisaient régulièrement, OK? Donc, ce genre de truc-là, est-ce que c'est correct? Mais c'est ça, est-ce que c'est correct c'est ça, de faire de vol, peu importe. Copuler en public, c'est particulièrement un exemple éloquent. Dans un temple, toujours bien. Puis je pense que je lisais sur Wikipédia que les cyniques faisaient ça à dessein, là, Diogène, puis ces gens-là. Là. Diogène lui-même, je ne sais pas, mais... Ça pour dire que si c'est le genre de travail qui vous intéresse, c'est hyper intéressant. Si vous écrivez des livres de science-fiction fantasy, c'est mon cas. Il y a beaucoup de petits trucs qu'on peut aller chercher, de couleurs locales. Ce genre de traités-là aussi, c'est hyper intéressant là-dessus, là, mais c'est ça, toutes ces choses-là, c'est moins intéressant pour le contenu en tant que tel que pour le méta autour. Quoique, encore une fois, les traités de zoologie, donc comme la génération des animaux, c'est le fun parce que, justement, il est vraiment en train d'appliquer puis d'illustrer par l'exemple, okay, de l'analyse ici de la génération des animaux. D'après ses observations à lui, c'est ça, illustrer non seulement sa méthode, mais aussi d'inventer en temps réel ce qui va devenir finalement là, la méthode scientifique à beaucoup de points de vue. Parce que tu vois qu'il y a une évolution, là. Version courte. Version courte, c'est ça, mais c'est perceptible. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Puis l'autre Aristote que j'ai lu cette semaine, c'est la rhétorique, qui est je l'ai lu en anglais. Ici, j'ai moins aimé ça, mais c'est peut-être à cause de la traduction. Je le relirai certainement. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que il y a des rapprochements à faire avec l'éthique, en vérité. Donc, parce qu'il parle des émotions, puis tout ça, fait que c'est beaucoup là-dessus. Puis, bon, la sincérité, c'est un enjeu. Il mentionne à un moment donné que la rhétorique permet d'être malhonnête, puis de convaincre les gens, même si on n'est pas sincère. Puis ça, c'est mal, mais il faut quand même en parler. Fait qu'il en parle. Voilà. Fait que c'est assez intéressant, mais ça n'a pas été mon préféré celui-ci, quoique encore une fois, peut-être que c'est à cause de la traduction. Puis, en ce qui concerne mes lectures de cette semaine, ça a été ça. J'ai lu les lois de Platon, mettant ainsi un terme officiel à ma lecture du corpus platonicien. Puis j'ai lu 5 traités d'Aristote, dépendamment comment on compte. Il me reste à lire... OK, oui. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lire maintenant? Donc, mon bilan de lecture, c'est ça cette semaine. Puis après ça, une couple de nouvelles, puis après ça, on a fini. Là. Cette vidéo-ci va vraiment être extrêmement longue. Je suis en train de lire Les parties des animaux chez Budé, un autre de ses traités zoologiques. Honnêtement, je trouve ça étonnamment intéressant et amusant, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées sur la génération des animaux. C'est la même affaire. C'est l'application de sa méthode. C'est vraiment, honnêtement, c'est étonnamment intéressant, certainement quand on a lu tout le reste, là, ce qui vient avant. Je suis aussi en train de lire La Grande Morale, Magna Moralia, qui est généralement considérée à notre époque comme pas d'Aristote, mais
J'en parlerai la semaine prochaine. C'est un texte plus court, en vérité. Ça semble être plutôt une compilation. Là. Je suis rendu, je n'ai lu une partie. Peu importe. La semaine prochaine, on en parlera. Puis, je suis toujours en train de lire. J'ai avancé, là, mais le Moorcock ici, puis même si Moorcock est un de mes écrivains préférés, celui-ci, je ne l'aime pas tellement. Je trouve pas que c'est bon, sincèrement. Mais, il y a... C'est ça, il y a l'originalité, il y a la fougue créative là, de Michael Moorcock, l'imagination débordante, mais en même temps, ça paraît tellement qu'il écrit ça vite. J'en reparlerai la semaine prochaine, mais c'est le fun parce que, effectivement, les éléments de sa mythologie avec le chaperon éternel sont plus ou moins en train de se mettre en place, l'ordre et le chaos, etc. C'est pas mal le livre, c'est la pierre d'assise en quelque part cette idée-là. Puis c'est clairement un gars qui a des idées, puis une sensibilité, puis quelque chose qu'il veut exprimer, mais il l'a trouvé un petit peu par essai et erreur, je pense. Puis il est devenu un très, très, très bon romancier, éventuellement Moorcock, mais là, ici, il était en début de carrière, et ça, pareil, il a appris en écrivant des livres comme ça. Ben, c'est ça. Je vais être content de l'avoir lu. Je vais être content quand il va être fini. C'est le genre de livre qu'on est plus content de l'avoir lu que de le lire pendant qu'on le lit. Mais il y a des trucs cool. Bon, il y a des martiens, il y a des extraterrestres, il y a des planètes. Il y en a beaucoup. Bon. Fait qu'on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est pas mon préféré. Puis, OK, qu'est-ce que j'ai rajouté au corpus? Ben, il y a d'autres titres que j'ai rajoutés à mon corpus de philosophie. J'ai rajouté les traités théologiques de Boès. Chez GF, en vitrine, il y a une édition bilingue. Je pense que c'est 5 traités, parce que ça fait vraiment la charnière entre le néoplatonisme et les doctrines chrétiennes qu'on prend pour acquis à notre époque, là, sur des genres de doctrines métaphysiques chrétiennes. Mais c'est beaucoup à cette époque-là que ça se place, puis je l'ai rajouté parce que je suis tombé dessus. J'ai pas de copie physique pour l'instant, mais ça avait l'air intéressant, c'est genre 200 pages. Ah, ok, let's go. Puis j'ai rajouté 4 traités de Cicéron, des traités sur l'oratoire, puis un traité philosophique. Je vous en parlerai en temps et lieu. Mais j'ai rajouté ceux-là parce que d'une part je les ai, puis d'autre part parce que je les ai parce que ça m'intéresse. Là, c'est plus ces genres de sujets-là qui m'intéressent. Fait que là, dans pas longtemps, dans environ 3 semaines, normalement, on va commencer à lire les stoïques. Pendant 2 semaines, on va faire un 2 semaines intensif, c'est pas beaucoup. Mais en gros, un 2 semaines intensif sur les stoïques. Puis, comme j'ai mentionné la semaine dernière, ben, notre corpus des stoïques, en gros, c'est ce Pléiade, là, les stoïciens, qui est aussi disponible en 2 volumes chez Tel, c'est la même édition, Tel de Gallimard, la collection. Mais c'est une excellente sélection, mais beaucoup des textes sont moins dans ma table à moi, ceux-là le sont plus. Ainsi les ai rajoutés. Fait que c'est ça, puis j'ai rajouté un texte de Bacon sur la méthode scientifique, là, le nouvel organon. Je pense que j'avais juste oublié de le mettre parce que c'était évident que je voulais le lire, celui-là. C'est un essai assez court, de 1200 quelques, je pense, ne me citez pas. Mais, fait que c'est à peu près ça. Donc, j'ai rajouté une quinzaine de livres, environ 2000 pages, j'imagine, quelque chose comme ça. Au point qu'on est rendu, pourquoi pas. Et ça nous fait un bilan pour finir l'objectif. Donc, mon objectif, finir le corpus aristotélicien d'ici 2 semaines. J'en ai parlé. Mon bilan à date, j'ai lu cette semaine 1026 pages. J'espère en lire 1200. Mais je suis quand même à peu près dans mes temps, là, hein, en fonction du nombre de pages que je suis supposé lire par jour pour avoir fini d'ici la fin de l'année, non seulement la philo, mais les nombreux livres historiques et romans que j'ai rajoutés. C'est ça, il faut que j'en lise pas mal à tous les jours, puis je suis à peu près dans mes temps. OK? Mais là, rendu là, j'en ai rajouté pas mal, ça se peut que je commence à en enlever une coupe, en particulièrement dans les romans. Là. On verra, on verra. Fait que c'est ça, puis il me reste à lire pour l'instant 42 000 pages 823. Et il me reste 132 livres à lire pour cette année. Fait que quand même, il y en a qui font juste 50 pages, mais il y en a qui font 1500. Bon. Fait que c'est à peu près ça, puis je finis 2 trucs rapides. Premièrement, j'ai fait mon plan de lecture pour l'année, pour la philo, puis je vais vous présenter ça, puis je vais vous présenter ma bonne nouvelle par rapport à Kant et par rapport au projet philo en général. Parce que c'était vraiment... Honnêtement, c'était cool. OK, juste comme gars, là, comme moi qui vous parle, là, je veux dire...
Ouais, j'ai trouvé ça cool. Donc, le programme, janvier à mars, on finit l'Antiquité. Puis, il y a aussi ce que j'ai appelé, ne me cancellez pas, mais j'ai appelé ça le projet Facho. Puis pourquoi? Parce que on va lire Hannah Arendt, l'origine du totalitarisme, puis un livre sur le fascisme en Italie, j'en avais parlé un peu, je pense, la semaine dernière, puis on va lire Starship Trooper. Puis pourquoi est-ce qu'on lit ça? Parce qu'on veut parler en connaissance de cause du fascisme. Puis pourquoi? Parce que tout le monde... c'est un qualificatif qu'on emploie très souvent, fasciste, pour désigner les ennemis politiques en général, puis n'importe qui est militariste ou impérialiste ou peu importe, ou raciste ou que sais-je encore. Ben, c'est tout le temps ça qu'on utilise fasciste comme terme, puis je pense que c'est une erreur. Puis pas parce que moralement ben, c'est une erreur pour des raisons que j'expliquerai en cours de route. Mais c'est ça, présentement, ce qu'on a aux États-Unis en particulier, c'est une tyrannie. Okay? C'est une oligarchie qui a pris le pouvoir. Il était au pouvoir officieux. Bon, j'en reparlerai parce qu'il y a Aristote. Je ferai une vidéo à part sur ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est à peu près indéniable de dire que c'est une tyrannie. Là, okay? Ils font n'importe quoi. Ils n'obéissent pas à leurs propres lois. Ils terrorisent les gens dans la rue. Ils tirent des civils... à bout portant dans la tête, ce genre d'affaires-là. Je n'ai pas vu cette vidéo-là, là, mais ils ont commencé à tuer des gens dans les rues. C'est ça, ils les arrêtent, ils les font disparaître pour aucune raison. Bon, ok, ça c'est de la tyrannie, ça. C'est pourquoi c'est de la tyrannie? Parce qu'ils n'obéissent pas à leur propre loi. C'est ça l'affaire. Puis pourquoi est-ce que c'est mal? Ben parce que c'est ça que ça donne. T'sais, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la loi puis fait n'importe quoi, il n'en fait qu'à sa tête, ben c'est pour ça que c'est mal. Mais c'est pas obligé d'être de Troisième Reich pour être mal. Là. C'est ça l'idée. Puis c'est lourd de conséquences, ça, parce qu'il y a une déformation dans notre pensée. On a tellement pris l'habitude d'accuser tout le monde de fascisme que le mot a perdu complètement tout son sens. Puis c'est ça qui fait qu'on en est venu là, essentiellement. Bref, fait que ça aussi j'en ai long à dire, puis c'est un sujet pas évident parce que justement c'est tellement émotif. Mais bref, au mois de mars, on va, on va se taper quelques textes là, que je viens de mentionner, juste pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'est le fascisme. Puis la version courte aussi, mon hypothèse présentement, c'est que on a tort d'appeler ça du fascisme parce qu'ultimement, le fascisme est directement associé avec le capitalisme. Okay? C'est la monarchie capitaliste, le fascisme, grosso modo. Ça, en gros, c'est mon hypothèse à moi, c'est ce que moi, ma théorie. Là. Parce que c'est ça que c'est. Les communistes, c'est les aristocrates c'est l'aristocratie capitaliste. Puis, ben, c'est ça. La démocratie, c'est la république, là, si on veut, du capitalisme. Mais le problème dans tous ces régimes-là, c'est le capitalisme en bonne partie. Le fascisme, c'est tout le temps mal, mais je veux dire, tous ces régimes-là partagent des trucs problématiques ou horribles, mais ils ont tous des trucs problématiques et horribles en commun, puis ils en ont beaucoup, puis ce qu'ils ont en commun, les trucs problématiques qu'ils ont en commun, c'est le capitalisme, okay? Comme mode de production, qui est hyper aliénant, détruit l'environnement, détruit la psyché, un paquet d'affaires comme ça. Puis l'affaire, c'est que il y en a le capitalisme, je pense que si on regarde réellement, puis on en reparlera dans 2 ans quand on aura lu Marx, mais en vérité, je pense que toutes les indications sont à l'effet que le capitalisme est déjà tombé. On n'est plus en capitalisme, en fait, au niveau économique. Puis en vérité, on est dans rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui est produit, ou comment fonctionne réellement l'économie. Il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup d'affaires comme ça, mais l'intelligence artificielle, c'est rien. Là. C'est un produit qui n'a aucune valeur vendu éventuellement. La peau des fesses à des gens qui n'ont pas d'argent parce qu'il n'y a aucun boulot. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau économique fondamental. C'est produire quelque chose qui n'a aucune valeur, puis le vendre à un prix illimité à des gens qui n'ont aucun argent parce que tu ne payes jamais personne aucun montant d'argent. L'idée générale, vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'exprime pas parfaitement ici, mais c'est l'idée. Donc, il y a peu...
mode de production capitaliste, c'était l'industrie, là, les usines, bon, le charbon, puis tout ça, ces types de modes d'extraction-là, mais en particulier là, les usines de Ford, puis tout ça, puis ça, on n'est plus là, à cause de l'automatisation aussi, etc., etc., etc. Bon, la technologie est rendue ailleurs, puis ultimement, ça, il y a toujours une corrélation avec la technologie. Puis technologiquement, on n'est plus au niveau technologique capitaliste, on est au niveau technologique post-capitaliste, puis ça nous permettrait en vérité d'instaurer le partage sur Terre. On a le niveau, on a les moyens économiques de le faire. Ce qu'on n'a pas, c'est la volonté politique de le faire. Fait qu'on le fait pas. Fait que les gens, la classe oligarque qui est encore au sommet de la pyramide, qui est la classe oligarque sortante du capitalisme effondré, en vérité, essaie de se maintenir en place, puis voyez ce qui se passe. Puis pas rien que, tu sais, au Canada, puis en Angleterre aussi, là. Allez regarder réellement ce qui se passe. Puis pourquoi, encore une fois, est-ce qu'il faut lire ces auteurs-là? C'est pour justement avoir une meilleure compréhension, au moins être capable de se poser ces questions-là. C'est un peu ça l'intention, là. Parce que ça se peut que mes hypothèses soient inexactes, ça se peut, là, mais au moins être capable d'en parler avec autre chose que justement des lieux communs, puis des suppositions, puis des légendes, comme les légendes sur Socrate dont je parlais tantôt. C'est un peu ça le projet. C'est pour ça qu'on va lire quelques textes, 3 ou 4 textes, 3 en principe sur le fascisme au mois de mars. Avril, on lit les philosophes islamiques. Mois de mai, on lit les philosophes du Moyen-Âge. Mois de juin, Renaissance à Descartes. Mois de juillet, Spinoza, mois d'août, Leibniz. Mois de septembre, empiriste britannique, Berkeley, Hume. Et 2 textes politiques économiques de Jean-Jacques Rousseau. Et enfin, octobre à décembre, on lit Emmanuel Kant, les œuvres complètes. Ça va être le fun. Puis je finis là-dessus pour aujourd'hui, après cette vidéo qui a dû durer à peu près aussi longtemps que le mésozoïque. Le projet philo fonctionne. Le projet philo, c'est me taper tout le corpus philosophique. Puis le pourquoi, c'est parce que j'aborde la philosophie comme une langue étrangère, essentiellement. Ou est-ce que je m'imbibe de textes philosophiques, même si, certainement, au début, j'y comprenais, comme on dit, que dalle. Puis c'est pour ça aussi qu'au début, je ne prenais pas de notes, parce que j'avais commencé par en prendre beaucoup, mais j'avais aucune idée non plus comment prendre les notes. Ça fait que c'était pas efficace. Là. Il y en avait trop, puis c'était pas les bonnes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai juste fonctionné par absorption puis par accumulation, puis je me suis souvent demandé, coudonc, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que, à quel point est-ce que c'est utile, justement? Bon, justement, j'ai pas de notes, là, je vais en prendre, comme j'ai dit, mais, est-ce que je me compte des pipes, là? Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose? Puis là, ces derniers soirs, pour m'endormir, j'ai décidé de mettre, puis il y a une anecdote ici, là, j'ai décidé de mettre la critique de la raison pure pour m'aider à m'endormir. Puis pourquoi? J'ai trouvé un livre audio qui est sincèrement pas très bon, je regrette de le dire, la version, sujet pour un autre jour. Ils l'ont quand même fait, c'est quand même cool, là, bon. Puis la version LibriVox, là, c'est inégal. C'est des monsieur, madame, tout le monde qui lisent ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment prononcer les mots. Les micros sont pas bons. Il y a beaucoup de variations au niveau des volumes. Il y a des affaires, des enjeux comme ça. Là, bon. Mais je l'ai quand même écouté 3 ou 4 reprises en m'endormant et du coup en me réveillant parce que ça dure plus que 8 heures. Puis j'avais essayé de lire la critique de la raison pure il y a 1 an ou 2, je pense que j'en avais parlé dans une vidéo, puis j'avais rien compris, c'est pour ça que j'avais arrêté. Puis ça aussi, c'est une autre raison déterminante là, pour laquelle j'ai commencé ce projet ambitieux, parce que je me suis dit, je vais me taper la philo au complet. Puis en principe, ça devrait m'aider à comprendre Kant, Hegel, Heidegger. Puis quand on lit Kant, bon, moi, j'ai jamais vraiment trouvé que c'était du charabia, dans le sens que je sentais bien, je sentais qu'il essayait de dire quelque chose de compréhensible. Mais je me suis quand même posé la question, on peut pas faire autrement que se poser la question de, il fait-tu exprès pour être compliqué? Il n'aurait pas pu être plus simple que ça. Puis il le dit dans la préface, il dit au moins une fois, il dit « Ouais, j'aurais pu, mais ça n'aurait pas été mieux. » Sur son point de vue à lui, c'était que ça a l'air compliqué, puis ça l'est, mais
si tu suis là, les raisonnements un par un, puis tu suis son truc, c'est la méthode la plus rapide et efficace de présenter son point de vue, c'est le choix qu'il a fait. Bon. Mais le fait est que on se pose la question, quand on aborde ça plus ou moins comme un néophyte, là, les critiques de la raison pure, on se dit, coudon, c'est-tu moi qui est cave ou bedon, il se fout de ma gueule? Puis ça, cette réaction-là, elle est hyper fréquente. Allez voir les soi-disant philosophes analytiques, soi-disant, les Britanniques, là, les Anglo-Américains, ne me partez pas là-dessus. Mais beaucoup de philosophes anglo-saxons, pas tous, mais beaucoup dans les 100 dernières années, ça a été pendant une longue période le courant dominant à l'effet que non, Kant, c'est purement de la fumisterie, il n'y a rien à comprendre, c'est une perte de temps, il se fout de notre gueule. Ça ne vaut même pas la peine de lire. OK. Et puis, leur point de vue à eux, en vérité, c'était que ça vaut la peine de lire aucun philosophe à part eux autres. Ça, c'est la philosophie analytique. Bon, sujet pour un autre jour. Mais je ne suis pas un fan, comme vous voyez. Mais en tout cas, Kant, c'est ça, j'ai vu une vidéo, cette affaire-là de charabia. Bon, des gens comme du style Bertrand Russell disaient ça, des philosophes britanniques, il y en a eu beaucoup, on en trouve encore sur Reddit, des gens qui ont étudié selon ce mode de pensée-là. Puis, c'est ça, je voyais une vidéo tantôt, je sais pas, puis Kant, charabia, point d'interrogation. C'était genre le thumbnail ou le titre de la vidéo sur YouTube. Puis, j'écoutais Kant hier, le livre audio de la critique de la raison pure, puis je comprenais ce qu'il disait. Je comprenais pas tout. Okay? Il y a des affaires que je comprenais pas. Puis c'est en partie parce que, c'était avant de me coucher, puis bon, je prenais pas de notes en même temps, puis un jargon précis, puis, bon, en partie pour ça, en partie aussi, il faut le dire, parce que des fois, les micros étaient pas bons, puis j'entends pas bien ce qu'ils disent. Mais règle générale, on va dire que c'est plutôt parce que je connais pas tout le jargon puis tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose que je comprenais pas en vérité. Règle générale, soudainement, j'ai réalisé hier que je comprenais très bien de quoi il parlait en vérité. Puis ça, c'est parce que, clairement, puis c'était mon hypothèse à la base, puis ça se vérifie basé sur mon expérience, mon échantillon scientifique de 1. OK? Mon hypothèse, c'était que lui, il l'a lu à Aristote, ça fait que je vais le lire. Puis, si lui est habitué de baigner là-dedans, puis c'est pareil pour Heidegger, des gens comme ça, incidemment. Puis, lui, c'est ça, Kant est habitué de baigner là-dedans, c'est ça son cadre de référence. Ça se pourrait-tu qu'il écrive un peu comme ça? Il dit spécifiquement qu'il s'adresse à des gens qui pensent comme ça, puis qui viennent de ce milieu-là, des professionnels essentiellement. C'est ça son public. Fait que c'est écrit dans ce qui est du charabia pour la plupart des gens, parce que c'est un jargon professionnel, mais ça veut pas dire que c'est fait pour... Ça veut pas dire que c'est de la poudre aux yeux, t'sais. Puis c'est ça, ce que j'ai constaté, c'est que, ça fait 1 an que je me tape ces textes-là pour apprendre la philosophie comme une langue seconde, comme j'évoquais tantôt, pour m'imbiber des concepts généraux, puis des manières de penser générales, tu sais. Puis c'est ça, hier, j'ai écouté, puis je pense que c'est le fameux bout où est-ce qu'il y a l'esthétique transcendantale de Kant, là, ça fait fancy, là, c'est le bon bout. Le bout de Kant, où est-ce qu'il éclaire sa théorie, il met de l'avant, il explique qu'on ne connaît justement pas les choses en soi de style platonicienne. Ce qu'on connaît, ce qu'on croit qu'on comprend, c'est en partie c'est essentiellement une projection de notre mental basée sur les outils par défaut de notre mental. Puis les catégories que lui écrit, essentiellement, il y en a, les 2 principales, c'est le temps et l'espace. Puis le temps et l'espace sont des créations de notre mental pour expliquer les phénomènes qu'on observe, en gros. Puis là, c'est super intéressant parce qu'il dit, OK, il dit... on en reparlera quand on sera rendu à Kant, mais il dit, tout le monde fait la même objection ici, quand il parle de l'espace, Kant, là. Il dit, tout le monde fait la même objection. Puis c'est drôle parce que c'est la première qui m'est venue en tête, puis il dit, je suis certain que vous qui m'écoutez, moi, maintenant, vous avez la même qui vient en tête. Puis lui, il dit, Kant, donc, je sais et je suis certain que tout le monde qui me lit présentement ou qui m'écoute présentement se fait la même objection.
parce que tout le monde lui dit tout le temps la même, qui est, ouais, mais il y a toujours bien un avant puis un après. Tu sais, si je mets des œufs à cuire, c'est pas l'exemple qu'il donne, mais si je mets des œufs à cuire dans ma poêle, je fais chauffer mon beurre, puis mon œuf, ben, il y a un bout où est-ce que mon beurre est dur, puis un bout où est-ce qu'il est fondu, puis il y a un bout où est-ce que mon œuf est cru, puis un bout où est-ce qu'il est cuit. OK? Bon, ben, il y a un avant puis un après. Puis là, lui, il répond, ben oui, c'est bien vrai, mais... puis il répond à ça. Il dit, ouais, mais ça veut... Puis c'est ça, puis je l'ai... Il y a une bonne réponse, qui est en gros, nous, on perçoit le temps comme ça parce que notre organe de perception nous envoie les données temporelles avec un avant puis un après. Ça fait qu'on pense que c'est un vrai truc parce que c'est comme ça qu'on les perçoit. Mais, puis là, sur quoi est-ce qu'il se base pour dire ça? Ben, il sort pas de son chapeau, c'est son exposé, c'est la raison pour laquelle c'est compliqué puis ça prend 100 pages. Puis ça, il faut que je le relise attentivement pour vous en faire un compte-rendu. Mais ça n'a pas l'air farfelu du tout. OK? Puis ça n'a pas l'air tiré par les cheveux, puis ça n'a pas l'air donc d'un charabia incompréhensible, pseudo-scientifique, fait pour mystifier la galerie, comme justement les sophistes, puis ce genre de gens-là. OK? Puis qui est un truc qui se voit très, très, très souvent, certainement à notre époque. Mais c'est pas le cas chez Kant. Fait que la morale, c'est ça, c'est que déjà, bon, la critique de la raison pure, je pense que le bout que j'ai écouté cette nuit, c'est carrément le bout de cool, puis je confirme que j'ai trouvé ça cool. Puis le genre de revirement copernicien, là, peu importe, là, le terme technique, on s'en fout un peu pour l'instant. Là. Mais la morale, c'est que si vous tapez, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce que moi je lis, là, mais le plus qu'il y en a, mieux que c'est, la vérité. Mais si vous tapez, comme je l'ai fait, même en comprenant pas grand-chose, voire rien, si vous tapez le corpus philosophique de l'Antiquité, allez jusqu'à Kant, okay? Ben, certainement aller jusqu'à Aristote, vous allez tout d'un coup trouver que Kant, c'est pas mal plus facile à comprendre. Genre pas mal plus. Genre limite qu'il vous parle comme je parle comme c'est là. OK? Puis, ça fait que ça marche. Ça marche, puis c'est cool, puis... voilà ma bonne nouvelle. Pour aujourd'hui. Puis c'est très beau, puis ça m'a rempli d'exaltation, puis mon cœur est heureux, puis voilà. Ça fait que c'est le fun, philosophie. Ça doit faire 2 heures que je parle, c'est pas 2h30. Si vous avez enduré tout ça, si vous êtes rendu jusqu'ici, je vous aime et je vous félicite. Lâchez pas, lisez-en de la philo, lisez toute la poésie, c'est très beau. On en lit, ça en prend aussi, mais... peu importe, roman, philosophie. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre bilan de lecture. On va être encore dans Aristote la semaine prochaine, puis au moins, normalement, un Moorcock. Bref, la vie est belle, portez-vous bien, vivons et prospère. On va s'en sortir. Lâchez pas. Go! À la semaine prochaine.